Je me présente, je suis Jean Arguedeba, le nouveau président de l'ADRE. Et j'ouvre juste pour rappeler que c'est l'ADRE qui organise ça d'abord. Et pour dire un petit mot avant de donner la parole à Vincent rapidement. Vous savez que l'ADRE a vécu une année 2025 difficile avec une démission de l'ancienne équipe et avec une remise en cause financière et la raison d'être de l'ADRE. Et on redémarre avec un nouveau projet associatif, avec une nouvelle équipe que vous aurez l'occasion de voir toute la journée, avec un nouveau CA. Voilà. Et l'évolution de l'ADRE, qui était basée au début sur les services à la population dans les territoires alpins, avec notamment les maisons de services, les schémas de services, le numérique. Ça a tellement pris que c'est institutionnalisé maintenant. Et on avait besoin de mettre à jour un petit peu le projet associatif de l'ADRE autour de la question de l'habitabilité de nos territoires, de nos vallées, d'une manière un peu plus transversale, qui inclut bien sûr les services, mais pas que. Donc le nouveau projet part sur la question de l'habitabilité. Je vous remercie tous d'être venus, d'avoir répondu à l'appel de cette journée qui a été organisée par un de nos nouveaux salariés avec l'équipe, mais c'est Vincent Laviolette. Et je te donne la parole pour présenter cette journée. Oui, donc rapidement vous dire que cette matinée est organisée en 2 temps principaux. Une table ronde qui sera animée par Alban Rousseau, que je remercie d'avoir accepté de relever le défi. Après cette première partie, il y aura une petite pause, un quart d'heure, pour continuer l'interconnaissance, c'est toujours fort court. Après quoi, il y aura donc 3 ateliers. Vous êtes normalement maintenant quasi tous inscrits. Si ce n'est pas encore le cas, vous pourrez faire votre marché après la table ronde. L'atelier sur les imaginaires qui se fera ici, avec Dorothée et Marie. L'atelier sur la gouvernance des communs qui se fera là-haut avec Alban et Fanny. Et l'atelier sur les paysages qui se fera à l'extérieur avec Nathalie et Marie-Hélène. Voilà, moi j'ai tout dit. Il y aura peut-être encore une petite chose ou l'autre qui seront dites en cours de route. Je vous souhaite une très belle matinée et au plaisir d'échanger avec vous. Merci à vous. Merci Jean, merci Vincent, merci à tous d'être là. On a un sujet aujourd'hui, je ne sais pas si comme moi vous êtes un peu dans le bac ou le brevet ou tous ces petits examens qui ont lieu en ce moment. Mais on vous propose un sujet qui est l'habitabilité, on va en reparler largement. Un objet qui est la montagne, mais on verra qu'il y aura aussi d'autres objets autour de la montagne. Et puis, des outils, j'allais dire des compléments circonstanciels de manière, c'est pas génial, plutôt 2 outils qu'on se propose d'explorer ensemble aujourd'hui, que sont la gouvernance des communs et les imaginaires. Et vous allez voir comment, vous inquiétez pas, vous serez guidés. L'habitabilité, c'est la condition d'existence de l'humanité et de la vie en général. Parce que les humains ne peuvent pas prospérer que dans un monde rendu habitable par la vie. Vous avez compris ma phrase, j'espère. Je me suis un petit peu emmêlée. Et c'est ça aujourd'hui, c'est nos conditions de vie qu'on peut penser menacées avec des crises écologiques, climatiques, mais aussi des crises du lien. Et on en reparlera aussi. L'habitabilité, c'est pas facile à dire, hein, vous avez vu déjà. C'est la condition de nos vies, mais c'est aussi la condition de tous nos droits et de nos libertés. Et elle prend en compte de manière dynamique les sphères des relations sociales, des relations écosystémiques, un mot un peu compliqué pour dire que des éléments interagissent entre eux dans un milieu donné, et puis les sphères de l'économie et du politique. Donc clairement, l'habitabilité, c'est cette interdépendance vitale des humains aux vivants et un enjeu à définir une viabilité conjointe, habiter tous ensemble sur cette planète. Et c'est dire ô combien ce sujet est essentiel. Donc merci à l'ADRE de le poser comme sujet pour nous et pour le territoire, et plus largement que le territoire. Je vais me présenter, parce que c'est quand même bien de savoir à qui vous avez affaire. Rapidement, je me présente, et puis ensuite, je vous laisserai le micro, chères intervenantes et invitées. Je suis Alban Rousseau, je vis à Réautier, merci Vincent de m'avoir présenté déjà, avec mon conjoint, mes 3 filles, depuis 7 ans.
Donc, je ne suis pas une native du territoire, mais je l'ai adopté d'une certaine manière et peut-être qu'il m'a adopté un petit peu. Je suis de formation agronome et prospectiviste et j'ai travaillé une 20aine d'années en entreprise. Et j'ai eu l'intuition, il y a presque 10 ans, qu'il y avait sans doute une urgence ou importance, en tout cas, à changer le monde, ou au moins 2-3 trucs dans ce monde. Et alors là, j'ai plongé dans deux éléments, 2 bassins, celui de la coopération, des coopérations, et celui des transformations collectives et du pouvoir d'agir. Voilà, et donc les coopérations, c'est au travers de l'intelligence collective et les gouvernances partagées. Je peux en parler pendant des heures, mais ce n'est pas le sujet. Et puis les transformations collectives, eh bien, c'est pour réfléchir nos trajectoires ensemble. Et ça m'a amené aussi à triturer une notion dont on va parler pas mal aujourd'hui aussi, qui est celle des imaginaires. Avec même une formation sur 3 jours, etc. Tellement je pense que cette notion est importante. Mais je suis aussi une voyageuse et c'est à travers ce prisme-là que le mot d'habitabilité résonne. Je vais réussir à le prononcer à la fin de la conférence. Que pour moi, ce mot résonne. C'est-à-dire que sillonner, traverser des territoires qu'on ne connaît pas, aller dans des endroits inconfortables, eh bien, ça nous permet de se mettre en attention au territoire, au système, aux écosystèmes, aux éléments qui nous entourent. Et pour moi, c'est un des éléments essentiels de l'habitabilité. Déjà, comprendre ce qui nous entoure, le décrypter et puis comprendre ce qu'on y fait. Et moi, j'ai eu à cœur, lors de ces différents voyages au long cours, de laisser peut-être le moins de traces possible, mais en revanche d'en imprimer le plus possible en moi des territoires traversés. Mon rôle ici, ce matin, avec vous, c'est d'animer et de rythmer les échanges et ces contributions autour d'une question dont on va se saisir collectivement, qui est celle de l'habitabilité de la montagne et comment ces notions d'imaginaire et de commun vont pouvoir nous aider à la traiter. Et pour ça, j'ai l'honneur et la joie d'accueillir Marie-Constance Sou, Marie-Hélène Pillot et Fanny Lacroix, et puis une invitée surprise. On verra tout à l'heure. Ce que je vous propose à toutes les 3, c'est de vous laisser la parole maintenant, de vous présenter. L'idée, c'est peut-être, alors dans l'ordre que vous souhaitez, évidemment, de nous dire un petit peu d'où vous parlez, qu'est-ce qui vous amène sur ces sujets-là, pourquoi l'ADRE, et on vous a choisi en fait, et vous le savez, mais de revenir peut-être sur vos parcours et vos histoires un petit peu pour nous dire d'où vous nous parlez de ce sujet, ces sujets, et puis peut-être de faire le lien avec l'habitabilité et comment ce mot-là vous titille, vous intéresse, vient réveiller quelque chose en vous. Ça va ? Marie, tu es directrice de l'Office de tourisme du Guy Estroquera et je te laisse te présenter. Ah oui, oui. On a un micro chacun. Bonjour à toutes et tous. Donc moi, je m'appelle Marie. Je ne suis pas native aussi du territoire. Alors, je ne sais pas si c'est important de le dire. J'ai commencé, donc j'ai un parcours peut-être moins universitaire, on va dire, que mes collègues par la suite, et je crois qu'on m'a demandé de venir. Alors j'ai pas trop bien compris au début. Du coup, je me dis, est-ce que je suis à la bonne place ? Donc, je suis super impressionnée. J'ai peur d'être un peu à côté de la plaque à des moments, mais j'ai cru comprendre que c'était un peu l'intérêt de m'avoir invitée. Voilà. Donc, j'espère que vous partagerez aussi cet intérêt à la fin de la journée. Plus sérieusement, c'est vrai que moi, mon rôle en tant que directrice, je suis une technicienne, donc c'est d'œuvrer un peu à une sorte de mécanique du quotidien pour que les habitants du Guy Estroy et du Queyras, qu'ils soient natifs ou non, puissent continuer à vivre et travailler dans ce pays. Pour faire très simple, vous imaginez bien que mon rôle, comme tous les directeurs, c'est de trancher la stratégie, mais je crois que c'est pas ça qui nous intéresse aujourd'hui. J'ai trouvé 2 images pour illustrer mon rôle. La première, c'est tricoteuse. Je suis une tricoteuse, c'est-à-dire que mon rôle, c'est faire du lien entre structures. On a la chance, on est plusieurs structures hyper engagées au service de ce magnifique territoire. Il y a une communauté de communes, il y a un parc naturel régional, il y a des communes.
Et il y a aussi des socioprofessionnels, parce que voilà, moi j'ai ma casquette office de tourisme, et on essaye mon rôle, c'est vraiment aussi de faire du lien, c'est de voir comment chacun, en fonction de ses missions et de ses compétences au sens de savoir-faire, mais aussi au sens de ce dont il doit faire par rapport aux collectivités territoriales, on peut s'associer pour conduire des projets qui répondent aux besoins de ce territoire-là. Et la deuxième image, c'est on est des passeurs, et là je m'associe à l'ensemble de l'équipe, et c'est la responsable accueil qui a trouvé ce mot-là un jour, de dire on est des passeurs, on accueille, on est des accueillants, puisqu'on a un office de tourisme. Donc nous on travaille pour des socioprofessionnels et des vacanciers qui ont 5 semaines de vacances par an, qui ont la chance pour certains de partir en vacances. Il faut se rappeler que le départ en vacances, c'est 64% de la population. Quand on considère que les vacances sont au-delà d'un jour passé en dehors de son domicile, parce que dans les stats nationales, là on dit qu'il y a, j'ai la stat de cette année, 78%, mais c'est parce que vous avez passé une nuit en dehors de votre territoire, de votre domicile, que vous êtes en vacances. Donc on peut aussi questionner la notion de vacances. Et donc on est des passeurs pour faire en sorte que les gens soient accueillis, sachent quoi faire pendant leurs vacances, on les aide, mais on regarde aussi les habitants, on est aussi des passeurs parce qu'on travaille étroitement justement avec le parc, parce qu'on est en contact avec ce territoire, et pour aussi qu'on soit dans cette notion de respect. Il y a plein de conflits d'usage, de mal-fréquentation, et voilà, notre rôle, c'est de se dire bienvenue chez nous, mais on va attendre de vous de faire attention aux agriculteurs, de faire attention au pastoralisme, de faire attention à la faune et à la flore aussi. Voilà, donc c'est 2 grandes images. Et tu m'avais aussi questionné sur ma notion d'habitabilité. Oui, et toi et l'habitabilité. Moi et l'habitabilité. Donc et puis peut-être la traversée. Je ne sais pas si tu es venue à pied, toi aussi. Non. Bon, c'est pas grave. Pas de côté, on m'a dit. J'enlève ma question du coup. Alors, moi, c'est vrai que ce mot, tout de suite, m'a fait très peur. J'avais l'impression qu'il fallait que je rentre dans une notion universitaire, que donc j'ai pris un peu peur, parce qu'il y a toujours la question de la légitimité quand on prend la parole en public. Et on m'a rassurée, on m'a dit non, sois vraiment dans la spontanéité. Donc, moi, l'habitabilité, j'ai envie de dire, mes voisins, j'ai de la chance d'avoir des super voisins, déjà. Et c'est ce qui fait que je suis bien chez moi. J'ai la chance d'avoir un mec génial aussi, donc c'est ce qui fait qu'il est un peu déconstruit et tout, c'est vachement chouette. Pourtant, quand on le voit, c'est un vrai mec, je vous rassure, mais ouais, ça fait vachement du bien. Et du coup, il y a aussi mon quotidien. On est en territoire rural de montagne, et il y a de la chance d'avoir des services publics accessibles. J'ai un rendez-vous en 24 heures chez mon médecin parce que j'avais une sacrée sinusite. Et ça, c'est ce qui fait aussi que j'arrive à vivre là où j'habite. Et puis, j'ai aussi un souhait pour l'avenir. J'espère qu'on ne va pas tous mourir de chaud. Voilà, donc on conservera nos forêts, notre équilibre, et puis qu'on arrivera aussi sur ce territoire merveilleux à continuer à partager avec la nature. Voilà, donc j'ai un quotidien et un souhait quand on me parle d'habitabilité. Voilà. Merci Marie. Je vais suivre mon ordre et pas celui des chaises, si ça te va, Marie-Hélène. Du coup, Fanny. Donc Fanny, tu es maire de Châtel-en-Trièvre, donc bravo pour ce nouveau mandat renouvelé, et tu es aussi adjointe à la MRF. Vice-présidente. Vice-présidente, merci. Voilà, ça c'est quand je ne regarde pas mes notes. Vice-présidente à l'Association des maires ruraux de France, et je te laisse te présenter et nous dire un petit peu d'où tu viens nous parler. Bonjour à toutes et tous, je suis vraiment ravie d'être avec vous aujourd'hui. Donc voilà, je suis Fanny Lacroix. Moi, j'ai grandi en zone d'éducation prioritaire à Annemasse, en Haute-Savoie. Ensuite, j'ai fait la découverte de mon village, mais à 30 ans. Et en fait, avant de découvrir ce village, je me suis toujours demandé, j'avais l'impression de subir l'histoire, en fait. C'est-à-dire, on a des enjeux tellement forts auxquels nous sommes confrontés, et quel rôle on joue dans tout ça. Et est-ce qu'à un moment, on a une capacité à faire changer quelque chose. Donc moi, j'étais dans cette grande question. J'estime avoir pas eu mes 30 premières années de vie très heureuses, même si j'avais une famille qui était aimante et que j'ai fait des études et que j'ai réussi
à trouver quand même une place professionnelle. Et du coup, ça a été vraiment un moment de bascule, rencontrer ce village qui m'a totalement accueillie, qui est aujourd'hui Châtel-en-Trièves, après avoir rencontré mon mari, qui était originaire du Trièves. Et là, j'ai vraiment fait la découverte de cette communauté, de ce que c'est d'être d'un tout petit village, que quand je suis arrivée là-bas, c'était Saint-Sébastien, donc 250 habitants. Je suis d'abord arrivée en tant que secrétaire de mairie. Et j'ai fait vraiment la découverte de ces liens d'interconnaissance très forts et de ce rapport en fait à l'environnement et au vivant que je trouvais assez extraordinaire. Et du coup, ça résonne à moi avec la marche de ce matin. Parce qu'en fait, ce que je me dis, gardons ce rapport d'étonnement que moi j'ai eu en tant qu'habitante d'Annemasse, puis de Lyon et Paris quand je suis arrivée à Châtel-en-Trièves. Et je crois que vraiment, l'effort majeur à faire, c'est de garder cette capacité à s'émerveiller de tout ce qui nous entoure, de la beauté des paysages, de la caresse du vent, du soleil, du son des oiseaux, et aussi des gens qui sont autour de nous dans ce qui peuvent être de meilleur, et pas toujours dans ce qui peuvent être de pire. Et donc, moi, tous les matins, quand je me lève, j'essaye de garder cette vision très, très ancrée et très positive, que Georges Perec, d'ailleurs, nous invitait dans ses carnets de présence. Je ne sais pas si vous avez lu Georges Perec, mais lui, il tenait des carnets de présentialité. En fait, tous les jours, il faisait des exercices, il prenait son carnet, il se mettait à la terrasse d'un café et il listait tout ce qui était autour de lui pour justement ne pas perdre cette attention au réel et aux détails des choses. Donc moi, je vous invite à faire ça et merci pour la marche de ce matin pour ça. Donc voilà, j'ai débarqué dans ce village qui m'a fait une place, qui m'a permis de me reconnaître aussi, parce qu'avant j'étais invisible. Et d'un coup, vous arrivez dans une communauté qui vous dit vous avez de la valeur. En fait, votre regard, il est intéressant. Vous allez nous aider à construire avec tout le monde, parce que si on n'est pas ensemble, il ne se passe rien. Et alors qu'on pourrait voir ça comme un peu un constat d'échec, de se dire qu'il manque tellement de choses dans ces territoires, des fois où tout reste à construire. Moi, j'ai vu ça, une formidable capacité à faire sa place et à construire ensemble. En tout cas, c'est ce qu'on a essayé de faire à Châtel-en-Trièves. Moi, d'abord, en tant que secrétaire de mairie, dans ce tout petit village où on a réussi à sauver l'école, à créer une commune nouvelle, à dire qu'on allait être présent dans notre rapport au village et présent politiquement, et jusqu'à devenir maire de ce village, et de cette confiance immense qu'ils m'ont donnée, en fait. Donc moi, c'est mon territoire d'adoption. J'ai un lien très fort affectif, évidemment, avec ce village qui, pour moi, certes, est constitué d'habitants, mais pas que. Parce que la majeure partie du territoire, c'est aussi des alpages, des forêts, de la rivière, des animaux, des fleurs. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'essaye de porter à l'Association des maires ruraux de France, de cette trajectoire qui est partie du village et aujourd'hui qui m'a permis aussi d'avoir cette fonction de vice-présidente de l'Association des maires ruraux de France, mais je pense qu'on en parlera, de se dire qu'on ne représente pas seulement une faible densité de population quand on est maire d'un village, mais on représente aussi du vivant. Et ça, cette voix-là peine encore à être reconnue et portée. Et donc, voilà tout d'où je parle pour répondre à votre question. Et sur la notion d'habitabilité, moi, je dirais que ça fait vraiment écho à nos besoins fondamentaux, d'être vivant dans un territoire le plus proche qui nous entoure. Donc, c'est-à-dire ce lien, évidemment, avec ce lien essentiel à tout ce qui est autour de nous, au vivant, à l'environnement, mais aussi dans notre capacité à être un animal politique, parce que je pense que nous sommes des animaux politiques, et donc nous avons un besoin fondamental de ne pas simplement être consommateur ou de subir sa vie, mais de pouvoir, peut-être dans son territoire immédiat, avoir un droit à la reconnaissance, un droit à pouvoir marquer sa trace quelque part dans l'espace et de pouvoir aussi contribuer à la partition politique qui s'écrit, telle qu'on essaye de le faire à Châtel-en-Trièves. Merci de réhabiliter ce mot de politique qui fait souvent peur. Et peut-être à juste titre parfois, n'empêche que sans politique, le politique, c'est le lien ensemble aussi, et c'est tout ce qu'on peut faire ensemble. Donc merci Fanny. Marie-Hélène, toi tu es celle qui vient du plus loin, là, du Gard, donc merci d'avoir fait ce déplacement. Tu te dis créatrice de commun, et ce serait chouette que tu nous en dises un petit peu plus. Voilà, du coup, je ne commande pas ça. Et puis, tu as un passé fort dans l'écologie et l'éthologie. Et ça, ce serait chouette aussi que tu nous parles un petit peu de toi, de ton parcours, si tu le veux bien.
Merci de m'avoir invitée. Bonjour à tous et toutes. Donc Marie-Hélène, moi je ne suis pas du tout née en montagne, je ne vis pas en montagne, donc voilà, je vais aussi faire un petit pas de côté et c'est bien du coup aussi de faire des liens avec tout ce qui nous entoure parce qu'on est interdépendants. Donc moi je suis fille de paysans et paysannes, j'ai grandi à la campagne dans un tout petit village en Haute-Marne. Donc voilà, petit village très sympathique au milieu donc dans une ferme, donc avec plein d'animaux, plein de végétaux autour. Et assez dès petite, en fait, j'ai été très sensible à ce vivant autre que l'humain, où on voit en parallèle comment la planète se dégrade petit à petit, et on se dit il y a quand même un animal social, puisque nous sommes des animaux sociaux, on l'oublie trop souvent, qui a une tendance un petit peu plus forte à détruire l'habitat dans lequel il vit, à scier la branche sur laquelle il est assis, comparé à d'autres vivants, animaux sociaux ou non sociaux, qui n'ont pas du tout le même rapport à l'habitat dans lequel ils vivent. Et du coup, je me suis effectivement émerveillée assez jeune en vivant au milieu des chevaux, des vaches, etc., à observer comment ça fonctionnait, avec une volonté de vouloir œuvrer à défendre tout ça pour arrêter de voir des haies se faire raser, des champs devenir de plus en plus grands, du matériel de plus en plus conséquent, etc. Je l'ai vécu au sein de ma famille, de la ferme familiale, qui a pris aussi un peu d'ampleur. Alors, on est loin des fermes et des exploitations de Beauce, c'était quand même plus centré élevage, etc. Mais quand même, j'ai vu mon territoire se transformer. Et en fait, au départ, je voulais partir sur vraiment la gestion protection de la nature. Et au départ, je voulais être vétérinaire, comme beaucoup peut-être de petites filles qui vivent à la campagne. Et en fait, comme mes parents n'étaient pas très riches, en étant paysans, il faut savoir qu'on ne se paye pas vraiment tous les mois. Faire une école de vétérinaire, c'était pas possible. Donc, je me suis dit, je vais passer par la fac. Et là, j'ai découvert l'écologie comportementale et l'éthologie qui a complètement révolutionné ma vie. Et je me suis dit, en fait, non, je ne veux pas faire vétérinaire. Je veux aller dans ce domaine et mieux comprendre comment ça fonctionne. Tu peux juste dire ce que c'est que l'éthologie, s'il te plaît. Oui. Donc l'éthologie, c'est l'étude du comportement animal dans son milieu naturel. Donc voilà, moi je suis allée étudier tout ce qui est écologie des populations, etc., pour arriver jusqu'à, effectivement, au fur et à mesure des années, un doctorat en éthologie. Et donc, ça va sûrement vous faire rire, mais c'est le petit lien à la montagne. J'ai étudié et modélisé les déplacements de troupeaux de brebis. Voilà, donc je suis venue un peu dans vos contrées, observer, voir comment les troupeaux se déplacent et comment les règles individuelles peuvent sous-tendre des mécanismes collectifs. Donc, j'ai beaucoup travaillé sur l'effet leadership, prise de décision. Et oui, chez les animaux sociaux non humains, il y a de la prise de décision, très démocratique, plus que chez nous. Et la cohésion de groupe. Et voilà, je fais doctorat, postdoc. Et puis, j'ai aussi, durant mes dernières années du monde de la recherche, côtoyé plutôt, lu des bouquins de Rob Hopkins, de Birabi, de tous ces gens, etc., qui commençait beaucoup à parler de problématiques, de ces enjeux de crise qu'on appelle maintenant polycrise, crise écologique, crise démocratique, économique, etc. Et là, je me suis dit, en fait, mon monde de chercheur, il est super, je m'éclate, j'apprends des choses qui sont énormes, qui sont hyper intéressantes, mais à côté de ça, en fait, il n'y a rien qui est transmis à monsieur et madame tout le monde, ça reste dans l'entre-soi, et donc j'ai voulu plutôt faire le lien et la connexion avec le monde qui nous entoure, et donc aller dans l'éducation populaire pour partager tout ça. Et puis finalement, j'ai changé de modèle animal, je me suis réorientée vers l'humain, Homo sapiens sapiens, et j'ai accompagné, donc je vais plutôt me définir comme ça, j'accompagne les dynamiques de transition, de coopération au sein d'organisations, entreprises, associations ou collectivités territoriales, et à l'échelle de territoire où l'idée c'est de créer du lien, des espaces de dialogue avec toutes ces parties prenantes pour se dire en fait c'est quoi nos enjeux, c'est quoi les crises, les problèmes auxquels on est confronté et comment ensemble on peut essayer de faire émerger des solutions qui sont adaptées à notre territoire mais aussi qui répondent aux besoins de la population en fait, des différentes parties prenantes du territoire. Et pour moi en fait c'est ça qui va permettre de créer et générer des communs, c'est comment collectivement on prend conscience du territoire de vie dans lequel on habite. On prend conscience du territoire dont on dépend, puisque effectivement, je peux vivre près d'Uzès dans le Gard et me dire je vais chez mes producteurs locaux, etc. Mais il y a plein de choses dans ma vie quotidienne où je dépends de territoires beaucoup plus grands. Donc c'est aussi important de prendre conscience de ces dépendances et de voir comment, comme tu l'as dit, moi je suis actrice finalement, comment on peut être acteur et actrice de sa vie, pour essayer de potentiellement relocaliser tout ça et de se dire les crises qu'on a vécues comme celle de Covid, où Bruno Latour disait « ne gâchons pas les crises », c'est quoi l'enseignement qu'on peut en tirer ? Sur notre territoire, si on a une nouvelle crise
de Covid ou même d'inondation, de sécheresse. Moi, je viens du Gard. En fait, c'est un département qui est hyper sec en ce moment, très chaud. D'un point de vue production agricole, c'est compliqué. Les moissons, c'est attention, alerte aux incendies. Donc, il y a des conditions pour pouvoir maçonner, etc. Donc, il y a des enjeux qui sont assez forts. Et donc, comment on pense cette habitabilité de notre territoire qui va être, si demain, on veut continuer à vivre, notre besoin primaire, ça va être de pouvoir aussi manger, respirer. Et donc, comment on prend conscience de ça et on essaye collectivement de se dire... soyons force de proposition, c'est quoi nos interdépendances ? Et juste pour terminer, peut-être sur ce sujet, on a eu, dans le cadre du Parlement des Liens, qui est une association qui a été créée en fait par la maison d'édition Les Liens qui libère, avec l'idée de partager des savoirs, on va dire, savoirs d'experts, chercheurs, etc. Et en le faisant atterrir à Uzès, on l'a transformé petit à petit pour que ces savoirs d'experts, de chercheurs, etc., puissent s'incarner localement, se mettre en pratique et que l'expérimentation puisse nourrir ces savoirs. Et Éloi Laurent a fait une étude sur les enjeux de territoire en pleine santé à la suite de la crise Covid. Un économiste un peu alter, Éloi Laurent. Oui. Et en fait, ce qu'il a mis en lumière à travers un questionnaire, c'est que nous considérons en bonne santé si nous avons un territoire avec un environnement qui est sain, qui est en bonne santé, et si nous maintenons le lien social. Et en fait, je pense que c'est deux choses qui sont fondamentales, et ça rejoint la notion de santé commune en robustesse. Nous sommes en bonne santé si la société est en bonne santé, et si nos écosystèmes sont en bonne santé. En fait, je vais citer une autre personne qui est Paul Watson, le fondateur de Sea Shepherd, qui, pour sensibiliser les gens à l'enjeu de prendre soin du vivant aussi autre qu'humain, dit en fait, nous, demain, on peut mourir, le reste du vivant, il n'a aucun problème pour vivre. Il ne dépend pas du tout de nous. Nous, par contre, on dépend d'eux. On dépend des baleines, on dépend des arbres, on dépend du pollinisateur, etc., etc. Et je pense que c'est important d'avoir cette conscience. Et donc, quand on parle d'habitabilité, c'est est-ce que tout ce vivant est présent, est-ce qu'on en prend soin ? Autant qu'on prend soin de lui, qu'on prend soin du lien de notre famille, de nos amis, de notre voisin, etc. Merci Marie-Hélène. Merci à toutes les trois. Et on accueille un invité mystère. Veuillez m'excuser. Je parle rarement votre langue. Mes mots viennent d'ailleurs. Du vent dans les branches de saule, du clapotis de l'eau sur la roche millénaire, du silence tiède des nuits d'été. J'entre donc avec prudence dans vos phrases. Mais puisque vous m'y invitez, j'essaie à mon tour de les habiter. Alors, en découvrant cette chaise laissée libre, j'ai d'abord cru voir un vide. Puis, une autre idée s'est imposée, peut-être que ce vide n'en est pas un, mais qu'il est un espace devenu soudain visible. Car en fait, cette chaise n'a jamais été vide. Elle est faite de bois, de matière lentement façonnée, de métal qui porte en lui la mémoire des roches. Elle n'est pas seulement un objet, elle est déjà un fragment du monde. Alors, lorsqu'une place est laissée au vivant, à la nature, quelque chose de juste survient. Non pas une présence nouvelle, mais une évidence ancienne, presque oubliée, tant elle nous entourait déjà. Nous avons seulement eu besoin d'un geste pour la reconnaître à nouveau, une chaise. Depuis toujours, nous prenons place dans ce qui nous précède, sur un sol qui porte, dans un air qui enveloppe, au milieu de liens invisibles qui rendent toute existence possible. Peut-être que cette chaise libre n'a fait que nous rouvrir les yeux sur cette évidence. Et c'est là sans doute que le langage du monde recommence à se faire entendre. Il parle dans les glaciers qui se retirent, dans les torrents qui se troublent, dans les forêts qui s'essoufflent. Il parle dans ces signes que nous percevons sans toujours savoir les nommer. Depuis trop longtemps, d'autres récits ont occupé tout l'espace. Ceux de la maîtrise, de la vitesse, de la croissance sans fin. Ils nous ont appris à voir la montagne comme un décor, la rivière comme une ressource, les territoires comme des supports. Mais quelque chose bouge. Aujourd'hui, il ne s'agit peut-être plus seulement de parler, mais
d'écouter autrement, d'écouter ce qui se dit autour de l'eau, des lieux habités, des tensions, des liens, des communs, d'écouter aussi les hésitations, les tâtonnements, les gestes fragiles qui cherchent une autre voie. Peut-être qu'un commun commence simplement là, au moment où l'on comprend que certaines choses ne tiennent que si nous apprenons ensemble à en prendre soin ensemble. Peut-être que la vraie question n'est plus seulement comment continuer, mais plutôt avec qui, avec quoi et dans quel monde voulons-nous continuer. Peut-être que les montagnes retrouvent peu à peu une présence, que les rivières se remettent à parler, que le vivant cesse d'être un simple sujet de discours pour redevenir une relation. Alors, cette chaise laissée libre n'est plus seulement un symbole, elle devient un rappel. Il n'y a pas d'un côté ce qui vit et de l'autre celles et ceux qui habitent. Tout se tient ensemble, nous appartenant au même tissu, au même souffle, à la même trame fragile. Peut-être est-ce là, précisément, que quelque chose peut commencer. Merci. Vimala, j'ai décidé de l'appeler Vimala, cette autre invitée du panel, derrière laquelle on trouve se cachent Vincent Laviolette et Fabien Bosseggia, qui est comédien et dont on a enregistré la voix. Donc merci à tous les deux. Et vous nous pardonnerez ou peut-être vous apprécierez le subterfuge qu'on utilise. Donc c'est une chaise éclairée avec un éclairage vert. Moi j'adore ce dispositif, mais c'est vrai que voilà, la chaise de bois et de métal, bon, il faut une petite capacité d'imagination, mais ce qui est important, c'est la présence qu'on appelle avec cette voix et cette chaise et cette voix humaine, puisque aujourd'hui on a du mal à communiquer différemment qu'avec notre propre langage. Mais vraiment là, c'est de dire que cette chaise qui est là, elle est la montagne, le sol, les rivières, tout ce que vous aurez envie de mettre de vivant. Et c'est un rappel, comme elle nous l'a dit. Elle a 3,5 milliards d'années ou elle a 2 jours, peu importe. En fait, elle nous fait traverser les échelles du temps et de l'espace et nous resitue en toute humilité dans le vivant dont nous sommes. Voilà, parce que nous sommes du vivant, comme tu l'as bien dit également, Marie-Hélène. Donc, merci Vimala de nous resituer d'emblée dans le cœur de notre sujet, l'habitabilité, vivre ensemble, les communs. Et merci à tous de tenter de lui faire une place aujourd'hui dans nos questionnements, dans les ateliers, etc. Donc vous aurez droit à une chaise du vivant dans les ateliers également. Je passe maintenant à ma deuxième question, à vous, pour qu'on explore cette notion de commun cette fois. C'est quoi pour vous un commun? Mais c'est pas c'est quoi dans la définition. Moi, je vais la donner en trois mots là tout de suite. Un commun, selon ce qu'est Elinor Ostrom, les travaux d'Elinor Ostrom en 1991, c'est 3 éléments. Une ressource, un bien commun, une ressource qui intéresse une communauté d'acteurs, deuxième élément, une communauté d'acteurs qui vient venir gérer ou prêter attention à cette ressource. Et troisième élément, des règles que cette communauté d'acteurs va se doter, dont cette communauté d'acteurs va se doter pour prendre soin et utiliser cette ressource. Voilà, c'est ça la définition de la gouvernance d'un commun. Une définition très à l'emporte-pièce, je vous l'accorde. Mais en fait, ce qui m'intéresse là dans vos témoignages, c'est comment est-ce que vous le faites, autour de quoi vous souhaitez parler de la gouvernance des communs, autour de quel commun? Parce qu'en fait, un commun peut être un peu tout et n'importe quoi. Donc, et puis comment ça s'organise, etc. Bref, on a besoin de vos témoignages. Donc, Fanny, est-ce que tu veux bien nous dire, toi, au niveau de la commune, comment tu as considéré cette notion de commun et ce qu'elle a permis de faire? Comment elle s'organise? On a encore dans beaucoup de villages ruraux la chance d'avoir des communs encore présents et qui imprègnent l'imaginaire collectif. Ça peut être des alpages, ça peut être l'entretien de canaux,
ça peut être l'entretien des sentiers, etc. Donc moi, quand je suis arrivée sur ce village, je ne savais pas forcément que ça existait, même si j'ai senti une manière d'être et de faire qui était différente. Ce qui nous a beaucoup, mobilisés depuis 10 ans, ça a été la désertification et la fuite des services, puisque à Châtel-en-Trièves, on a vécu une baisse de démographie, après donc une fuite de tous les services qui pouvaient être en place sur le village, jusqu'à l'école, qui a été le moment, le moment de bascule chez nous, puisque c'était la fermeture de l'école de Cordéac qui, du coup, posait la question de la fin de la commune, puisqu'après, s'il n'y avait plus d'école, il n'y avait plus que la mairie, il n'y avait plus de restaurant, il n'y avait plus d'épicerie, il n'y avait plus rien. Et donc, à partir de là, il y a eu un moment de bascule à se dire on ne peut pas en fait accepter cette habitabilité du territoire si pauvre et de dire comment est-ce qu'on va... quel village on veut demain. Donc déjà, on a sauvé l'école, c'était la bonne nouvelle, en créant une commune nouvelle. Et puis ensuite, il y a eu toute cette réflexion sur comment est-ce qu'on voulait vivre, c'est quoi notre village rêvé. Donc il y a eu beaucoup de participation autour de ça et de structuration aussi de collectifs, d'associations pour essayer de porter des nouveaux services, mais dans une forme différente, qui n'est pas du service public, mais quelque chose d'hybride, où chacun pourrait donner du temps, etc. Donc ça a commencé à se structurer plus fortement sur l'ouverture d'un café-épicerie associatif. Donc ça a marché très bien. D'ailleurs, pendant le Covid, le café-épicerie associatif a fonctionné beaucoup, puisqu'il avait une vraie utilité sociale. Après, on a connu aussi les difficultés de la vie associative, c'est-à-dire quand les choses se referment, ça devient un petit club, et puis après, les gens s'essoufflent, votent avec les pieds, il n'y a plus personne qui vient au café. Il faut penser à autre chose. Et donc aussi, la fermeture du café après la période Covid a été un moment de se dire, bon, ça n'a pas marché, mais qu'est-ce qu'on veut vraiment ? Est-ce que finalement, l'objet, c'est quoi derrière l'ouverture de ce café-épicerie ? Et donc, il y a eu vraiment une définition sur le fait qu'on voulait avoir le droit au village. Donc, il y a une question plus globale qui est sortie de la fermeture du café, c'est de se dire, en fait, on veut avoir accès à une possibilité de contribuer à la vitalité du village. On a besoin tous que le village vive, pour créer des liens d'entraide, de solidarité, pour se sentir bien, pour être utile, pour contribuer. Et donc, on a tous intérêt à ce que ce village soit dynamique. Donc, on a cartographié les parties prenantes de tous ceux qui avaient des intérêts à la vitalité villageoise, en fait. Donc, c'est comme ça qu'est issu des collèges d'acteurs. Donc, aujourd'hui, il y a le collège des associations, parce qu'on a une vingtaine d'associations sur Châtel-en-Trièves. Le collège des acteurs économiques, c'est-à-dire il y a aussi une vitalité économique qui est en train de repartir à Châtel, donc avec la coiffeuse qui a ouvert son salon, le restaurant qui a rouvert depuis, mais aussi des acteurs du tourisme, parce qu'il y a eu des chambres d'eau, des choses comme ça. Donc toutes ces personnes-là, des artisans aussi, ont intérêt à ce que le village soit vivant. La municipalité, ça c'est évident, mais en fait on n'est que 1 sur 4. Et les citoyens, de manière générale. Et donc, ces collèges d'acteurs se sont structurés et ils ont décidé, parce que moi, je faisais partie, évidemment, mais à aucun moment, c'est la mairie qui a animé ces démarches-là. C'était les gens, en fait, les habitants qui étaient pilotes de cette réflexion. Ils ont décidé qu'il y aurait donc 4 collèges d'acteurs qui allaient chaque année désigner 2 représentants, qui allaient siéger dans la collégiale qui s'appelle Châtel Village, puisqu'ils ont aussi donné un nom à cette structuration qui s'appelle Châtel Village, que dans cette collégiale, il y aurait forcément le maire. Donc voilà, moi je suis invitée à chaque moment, mais j'ai aussi 2 représentants de la mairie qui ne sont pas forcément moi et qui peuvent être des agents municipaux aussi, parce qu'il y a eu des agents représentants de la municipalité dans Châtel Village. Et on se rencontre régulièrement autour de cet objet de construire un village vivant. Et après, on s'est rendu compte que c'était quand même peut-être bien un commun, ce truc-là, qui était parti de la désertification, de la sauvegarde de l'école, de la création de la commune nouvelle, de la structuration sur un lieu. Je crois que la question des lieux est fondamentale, qui a été le café-épicerie pendant un moment. Et maintenant, ça s'est éclaté partout. Donc maintenant, Châtel Village entretient les sentiers, réhabilite les fours, gère aussi les espaces publics de la citoyenneté active sur les 2 centres-bourgs, parce que nous, on a aussi des grands espaces publics et non urbanisés dans nos 2 centres-bourgs, qui sont les lieux de la citoyenneté active, où il y a beaucoup de festivals, où en fait, c'est les gens qui font ce qu'ils veulent. C'est leur terrain d'expérimentation et de création, en fait. Mais en fait, malgré qu'il y ait ces 2 lieux-là définis, ils vont quand même par les chemins et les sentiers, donc ça part dans tous les sens. Et après, on s'est rendu compte effectivement que tout ça avait l'air d'être un commun. Et le dernier élément très important que ça fonctionne, c'est que s'il n'y a personne pour animer ça,
les gens n'ont pas forcément le temps. Donc il y a un moment où le collectif a fait le constat qu'il y avait quand même une dame qui était tout le temps là présente, qui était passionnée, qui était arrivée sur la commune il y a 4-5 ans et qui passait énormément de temps à ça. Et on s'est dit, il faut lui permettre de remplir le frigo, parce que c'est pas possible à un moment. Donc ils nous ont interpellés et donc la mairie a accepté de rémunérer 2 jours par semaine Lucie pour qu'elle puisse animer Châtel Village. Elle a pu aller se former sur la dynamique des tiers-lieux. Et après, il y a eu un débat au sein du collectif pour dire qui est l'employeur de Lucie. C'est la grande question. Est-ce que c'est Châtel Village ou la commune ? Nous, on a dit on veut bien l'accueillir au sein de la commune, mais c'est le collectif qui a décidé qu'elle était salariée de la municipalité, parce que c'est aussi compliqué d'avoir un cadre d'accompagnement du salarié, etc. Donc aujourd'hui, Lucie fait partie des effectifs de la commune, mais c'est parce que c'est Châtel Village qui l'a décidé. Mais ça aurait pu être aussi une subvention de la commune pour apporter à Châtel Village qui aurait embauché quelqu'un. Voilà, donc pour moi, c'est trois éléments très importants qui sont une organisation autour de parties prenantes bien déterminées, des lieux définis où on lâche, et aussi une animation. Merci beaucoup, Fanny, d'avoir été si concrète dans l'exemple et puis de démontrer aussi un certain courage politique, parce qu'il faut aussi... alors, courage ou pas courage, mais en tout cas de se dire il faut qu'on le fasse ensemble et d'avoir l'énergie de faire monter cet élan de tous, ou en tout cas de quelques-uns, puis de un peu plus, puis de un peu plus, puis de un peu plus, et de réussir à mettre en mouvement. Parce qu'il faut quand même... Il y a aussi un rôle comme ça d'initiation aussi quand même. Donc bravo pour ça. Marie-Hélène, est-ce que par l'ensemble des réseaux, des endroits où toi tu as pu aller tisser ces liens et travailler, quel est l'endroit où quand on t'a posé la question de quel commun tu souhaiterais parler, quel est ce commun ? Alors comme je vous disais, moi j'accompagne les dynamiques de coopération et notamment sur le territoire où j'habite, à l'échelle du territoire, donc du multi-acteur. Et donc je vais parler de ce commun-là qui va prendre... Donc dans les communs, on a tout ce qui va être ressources immatérielles et ressources matérielles. Donc je vais finalement vous présenter un commun dans lequel il y a peut-être 2 manières de voir le commun. En fait, sur le territoire où j'habite, il y a eu une dynamique, on a lancé il y a quelques années quand je travaillais pour une association nationale, une dynamique qui a permis de désiloter les acteurs et les thématiques. C'est-à-dire que quand on aborde les questions de l'éducation, de l'alimentation, de l'énergie, du social, de la santé, de la culture, etc., que ce soit dans le monde universitaire, que ce soit dans les collectivités territoriales ou que ce soit dans les entreprises où on veut, tout est siloté, c'est-à-dire que c'est chacun dans son silo, dans son chemin, et il y a zéro transversalité, zéro espace pour faire de la connexion entre ces différentes thématiques. Et d'autant plus, on va mettre d'un côté, on va avoir les acteurs économiques qui travaillent dans leur sillon, les associations dans leur sillon, les élus dans leur sillon. Et surtout, il ne faut pas trop se parler. Et dans le territoire où j'habite, il y a quand même des moments où il y a eu des projets qui peuvent s'appeler des grands projets inutiles, où on transforme des terres agricoles en zones d'activité, où il y a eu des fortes tensions jusqu'à aller au tribunal. Et donc, le dialogue entre ces parties prenantes, notamment élus et associations, était devenu très, très compliqué. Sauf que face à une maison qui brûle, si on ne se dit pas il faut changer nos postures et nos manières de dialoguer, de travailler ensemble, la maison, elle va continuer de brûler pendant longtemps. Donc, on avait proposé avec un collègue un projet qui a permis de travailler sur cette création de liens, de mettre autour de la table ces différents acteurs d'un territoire. Et ça a fonctionné. On avait fait une sorte d'assemblée citoyenne multi-acteurs avec des élus, des agents, des entreprises, etc. autour de le sujet qui avait été décidé par le territoire, c'était l'alimentation. Et donc, ça a été une première expérience qui a montré que c'était possible. On peut faire autrement. Donc ça, c'est une première chose. C'est le fait de dire, dans les communs, et tu l'as cité, un des points forts, c'est quoi la communauté ? Elle doit être définie, quels sont les acteurs à mettre en place, comment ils fonctionnent. Et du coup, ça a été le premier pas qui a permis de se dire, en fait, malgré nos divergences de vision de l'avenir, politique, etc., on peut dialoguer ensemble et essayer d'être force de proposition. Donc ça a permis de cranter sur ce qu'on a nommé maintenant le réseau de la coopération à l'échelle du pays d'Uzès, qui regroupe ces multi-acteurs avec la volonté de dire, en fait, face à ces grands incendies qui nous menacent, comment on peut fonctionner ensemble. Et donc ça, c'est un premier commun qu'on est en train de créer, c'est notre manière de fonctionner.
Et donc, c'est assez complexe parce qu'en fait, on ne sait pas faire, on ne sait pas coopérer, il n'y a pas d'espace de dialogue, il faut des compétences de l'animation, avec des outils qui favorisent l'intelligence collective. Et ce n'est pas parce qu'on a les outils que tout fonctionne. Comment on prend des décisions, tout ça, c'est assez compliqué. Du coup, ce collectif, au fur et à mesure qu'il avance, il établit ses règles, il a retravaillé, on a créé une association support qui a ses statuts, qui se sont modifiés. On a travaillé sur la gestion de conflits. C'est quoi nos processus de gestion de conflits? Parce que moi qui accompagne des structures, on entend souvent « mais non, mais c'est bon, on sait faire, on s'entend bien ». Surtout les cafés associatifs, il y en a plein qui ont émergé et ils vont pas très bien parce que le PFH, le putain de facteur humain qu'il faut transformer en précieux facteur humain. Donc, on sait faire? Non, on sait pas faire. Donc, c'est pas grave quand on se pose autour de la table et qu'on se dit, OK, comment on va gérer les conflits si jamais il y a un conflit? C'est quoi un conflit? Poser une définition sur ce mot. Et en fait, ça fait grandir le collectif. On a travaillé sur des processus d'inclusion, de sortie, parce qu'on peut très bien arrêter pour une raison X ou Y, parce qu'on déménage, parce que on a un enfant et qu'on ne peut plus s'investir autant. Enfin, il y a plein de raisons qui font que. Et puis, c'est hyper important de savoir quand on rentre dans une pièce, il y a une porte de sortie. Exactement, voilà. C'est la liberté de chacun. Exactement, mais comment cette sortie, elle peut se faire en douceur pour tout le monde. Et puis, des processus d'exclusion. Parce que, oui, ça aussi, on ne veut pas en parler, mais à un moment donné, en fait, le conflit, il faut le traiter, il faut le mettre autour de la table, et si on n'est pas du tout aligné sur la manière de faire, sur l'éthique et les principes généraux qu'on doit respecter, en fait, la personne n'a plus sa place ou la structure n'a plus sa place. Donc, on a travaillé à tout ça, une charte relationnelle, et ça, on les a... donc, on a des textes, c'est très factuel, des textes qu'on a mis au commun, parce que dans le département du Gard, il y a un appel à commun qui s'est créé, qui est porté par le département, avec une plateforme qui permet justement de partager tout ça. Donc, c'est à la fois de sortir du mode compétition des appels à projets pour aller vers plus de coopération intrastructure. Donc ça, le département le porte de manière assez forte avec le schéma de l'ESS, l'économie sociale et solidaire. Et du coup, cette plateforme qui est un wiki, qui est aussi un outil logiciel coopératif, nous permet de partager nos communs. Donc ça, c'est une première chose, c'est comment notre manière de fonctionner crée du commun, que j'appelais des communs immatériels, qui sont de la connaissance, de l'expérience qu'il faut partager. Ça, c'est vraiment important, sous des licences qui permettent de le partager et de le réutiliser. Et puis ensuite, c'est travailler aussi sur des sujets qui sont, ce que je disais, l'habitabilité du territoire. Demain, il sera encore habitable si on a préservé le milieu dans lequel on vit. Et donc, le sujet qui émerge régulièrement, c'est les enjeux de production de souveraineté alimentaire. Comment on produit, avec quel type d'agriculture? Faut savoir qu'aujourd'hui, chiffre de la MSA, donc c'est la sécurité sociale du monde agricole, il y a 2 suicides d'agriculteurs par jour. Donc, soit, maintenant qu'on le sait, soit on fait rien et on se dit, OK, on laisse la place à aux industries agroalimentaires, soit on se dit, finalement, peut-être il faut agir. Et donc, on essaye de travailler autour de ce sujet. Donc, c'est comment on produit, quel type de production, c'est quoi le revenu. Donc, en fait, on travaille c'est quoi le modèle économique, pas dans le sens entrepreneurial classique, c'est quoi le modèle économique de l'agriculture? Est-ce que on laisse la responsabilité aux agriculteurs et c'est eux qui prennent en charge les productions qui doivent être réadaptées en lien avec le réchauffement climatique? Est-ce que c'est eux qui doivent analyser est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne pas? Est-ce que des pratiques d'hydrologie régénérative, c'est bon pour la biodiversité? Quel impact sur la production? Quel service écosystémique ça rend? Donc si on veut analyser tout ça, c'est aussi un travail de chercheur. Donc les paysans ne sont pas chercheurs, ils doivent faire de la com, de la gestion, etc. Donc finalement, comment on regroupe toute une communauté à la fois à l'échelle d'un territoire, mais avec le monde de la recherche, avec les institutions du monde agricole, comment on transforme ces productions, comment on travaille au circuit court. Et donc, on a créé un groupe de travail autour de ces sujets qui va de la création de filières à travailler sur le revenu, type pourquoi pas un carton paysan, du mécénat pour les paysans, à la réflexion de si on fait évoluer nos pratiques, c'est quoi les services écosystémiques rendus, comment ça peut permettre aussi de rémunérer finalement le milieu agricole, quel type de productivité, quel type d'expérimentation de production, etc. etc. quoi. Donc on est sur ces sujets qui permettent à la fois de préserver, de créer du lien. Et donc ça, c'est fondamental, je pense, il faut vraiment insister là-dessus. Plus on crée des espaces de dialogue, de discussion, d'échange, où chacun partage c'est quoi mes problématiques, et en face, on est dans une écoute active et pas de jugement. Parce que souvent, le monde paysan, ça va, il a pollué, maintenant, il faut qu'il assume, il continue. On entend souvent ça. Sauf qu'en fait, quand on fait des réunions avec ce milieu, il y a aussi des héritages qui sont hérités. Il y a un contexte, tout n'est pas si évident. Et donc, comment on accueille cette voix
Et on accompagne à faire du partage de pratiques entre le monde de la bio et le monde conventionnel qui, des fois, a juste un pas à sauter, mais a besoin aussi qu'on l'accompagne, qu'on le forme, etc. Donc voilà, pour nous, c'est important que ce lien soit là, à la fois entre les agriculteurs et paysans dans le monde de l'agriculture, mais avec les habitants, avec les institutions qui peuvent avoir un rôle à jouer, avec les entreprises. On embarque aussi des entreprises qui se disent comment, moi, sur mon territoire, je peux aussi être acteur de cette dynamique-là. Parce qu'une entreprise qui va bien dans un monde qui crame, elle n'ira pas très, très bien longtemps. Voilà, c'est un peu ça qu'on essaye de porter, de partager en termes de commun. Notre mode de fonctionnement et de travailler sur c'est quoi qui va nous permettre de vivre sur du long terme. Tu me disais, quand on préparait, tu résumais ce que tu viens de dire en disant en fait, l'agriculture, ce n'est pas le problème des agriculteurs, c'est le problème de toute une société. C'est quelle alimentation on se donne. Voilà. Donc des communs d'une menace de feu, etc., avec des communs qui se redéfinissent autour de l'alimentation de l'agriculture. Et merci d'avoir partagé donc, ces éléments de structuration nécessaires et de soutien par des institutions, etc. Marie, cette mouche, elle est là pour nous rappeler le vivant aussi. Ce commun, toi, autour du territoire du Queyras et de l'Office de tourisme aussi, comment est-ce que vous avez travaillé vraiment cette notion qui est dans la mission de l'OT, mais aussi, voilà, je te laisse la parole. Oui, la notion de commun, c'est un aller-retour... On le travaille toujours aller-retour structure-territoire, parce qu'effectivement, on est une structure au service d'un territoire. Et en même temps, on a besoin de commun pour faire structure. Je sais que ce qui m'a marqué quand je suis arrivée donc à la direction de l'Office de tourisme du GS3 et du Queyras, c'était une équipe qui était merveilleuse, qui s'entraidait et qui confondait entraide et collaboration. Donc il y a déjà eu tout un travail de structuration. Un truc tout bête, ça peut paraître anecdotique, mais en fait dans le quotidien ça l'est pas du tout, et je pense que ça va faire écho pour vous aussi. On n'avait pas de dossier partagé à l'échelle de l'équipe. Donc les dossiers étaient soit sur les ordinateurs des uns et des autres, soit il y avait un serveur mais qui n'était partagé qu'à une partie de l'équipe. Donc comment faire équipe, comment collaborer si déjà on n'a pas un outil sur lequel se retrouve l'ensemble de nos projets. Donc il y a eu tout un travail de sortir de la logique de silo, même en interne, et vraiment moi, ce qui me marquait dans l'expression même qu'avaient les salariés, c'est qu'on parlait du projet et c'était un prénom qui était évoqué. Et il y a eu tout un travail de se transformer et de dire en fait c'est le projet de la structure au service de ce territoire. Et comment on crée une chaîne, encore une fois, de compétences et de vision en interne pour que chacun vienne alimenter le projet. Et ce qui est très chouette, c'est que maintenant, il n'y a plus cette expression-là. On parle du projet de structuration de la filière, on parle de l'offre scolaire, et on ne parle pas du projet de Déborah, du projet de... Voilà. Donc, on s'est mis collectivement au service de projets. Voilà. Et donc, dans la notion de commun, il y a toujours cet aller-retour, et finalement, entre la structure et le territoire. Et après, quand on change d'échelle, il y a aussi comment on travaille avec les parties prenantes. C'est-à-dire que si on vient structurer l'offre vélo, comment j'associe les hébergeurs qui vont devoir héberger les cyclistes, comment j'associe les moniteurs, mais rapidement, comment ça se passe pour les bergers sur lesquels on va aussi venir traverser potentiellement... les vélos vont venir traverser. Et c'est là où ça fait écho avec ce que je disais tout à l'heure, tricoteur. C'est-à-dire que certes, il faut travailler avec les moniteurs, les hébergeurs, mais les questions de pastoralisme et de médiation des usages, c'est le parc. Donc comment le parc vient collaborer avec nous. Et puis, si on parle de sentiers, il faut aller chercher l'aménageur. Donc comment la Comcom, qui est en charge de l'aménagement des sentiers, vient autour de nous. Donc dans le commun, il y a aussi très rapidement cette notion de collaboration. Alors on n'a pas effectivement été jusqu'à... le collectif, il est déjà structuré chez nous avec les missions de chaque structure, donc ça a été assez facile à mettre en œuvre autour de ça. Et donc c'est vrai que
pour moi, quand on parle de commun, il y a rapidement cette notion de devoir, c'est-à-dire avec qui je me dois de collaborer et au service de quelle solution. Et donc ça, il y a déjà cette notion de structure, de structuration et d'outils. De lien aussi entre acteurs. Ouais. Et puis au service de quel projet. Donc il y a tout ce travail qui est déjà fait et c'est un devoir. C'est là où on en revient à la notion de devoir de nos structures. On se doit aussi de construire des schémas stratégiques qui sont, et on a une chance sur ce territoire, toujours co-construits. La charte du parc est co-construite. Le schéma de développement touristique, petit clin d'œil à la région, il émane aussi d'un programme régional des espaces valléens. On l'a coécrit. Et c'est ça aussi qui est chouette, c'est qu'on l'a coécrit. Et nous, on passe du temps de travail, office de tourisme, parfois au service de la communauté de communes, parce que c'est la Comcom qui a la compétence. Mais vu que nous sommes en charge de l'animation du réseau d'acteurs, on se retrouve à faire le travail, pas pour, mais avec, où on vient mettre cette chaîne. Et il y a tout un travail qu'on a fait quand on a structuré, notre schéma, notre stratégie de développement, notre stratégie de promotion touristique, qui s'appuyait donc sur aussi le schéma de développement touristique qui lui-même est à l'échelle de la Comcom. Là, on a fait un travail avec l'ensemble des sociopros. On s'est retrouvés à 60 à un moment donné dans le hall de l'office, où on a fait une espèce d'un travail un peu méditatif et on a beaucoup parlé des valeurs. Et en fait, on a intégré des valeurs dans notre plateforme de marque. Donc là, on rentre dans les outils purement marketing territorial. Donc on a une plateforme de marque qui est en fait les points cardinaux qui viennent structurer derrière toutes nos campagnes de promotion. C'est un cap, ça nous permet d'être cohérents, de ne pas partir dans tous les sens. On a besoin d'une redondance dans les messages clés qu'on vient donner en matière de promotion pour être compris, pour être perçu. Et on a énormément travaillé autour des valeurs. Et pour moi, et c'était aussi une commande bien évidemment politique, et c'était aussi un besoin des salariés, notamment quand il y a une nouvelle direction. Qu'est-ce que va nous pondre le nouveau directeur ? On va encore changer de logo, on va encore changer de charte graphique. Et en fait, l'idée, c'était pas juste un habillage, c'était comment on vient définir qui on est et qui on veut être au regard des autres. Avec toujours ce souci de se dire, attention, on ne vend pas une paire de chaussures. On promeut un territoire. Donc on promeut des habitants, on promeut une histoire, il y a un héritage. Donc on en revient à cette notion de devoir. Comment on ne pervertit pas ? Le tourisme, c'est un outil qui permet de vivre, encore une fois, et rester au pays. Donc oui, on est dans une logique d'hospitalité, donc il va falloir à un moment donné qu'on s'adapte, mais le but, c'est pas non plus de changer le territoire dans son ensemble pour répondre aux besoins du tourisme. On est dans une économie de l'échange et de la rencontre quand on parle tourisme. Donc, c'est super intéressant. Donc combien on vient aussi structurer cette rencontre avec des offres, comment je tiens ma promesse, donc derrière comment je viens structurer des offres touristiques autour de cette rencontre. Et on a la chance d'avoir un territoire avec des gens qui ont envie d'accueillir, parce que ça marche pas si on n'a que des acteurs touristiques qui sont là juste pour le tiroir caisse, pour faire très court. Et c'est pas, encore une fois, la culture et l'histoire de ce territoire. Donc c'est pour ça qu'on est venu travailler autour de valeurs. Et ces valeurs sont devenues des communs. Tu peux nous les donner, les valeurs ? Oui, donc il y a... Alors on parle du Kéra, hein, là. Et du Guiestrois pour les communes qui sont hors Var-Cérézoul, qui ont gardé leur indépendance côté office de tourisme. Oui, c'est la sincérité. Donc on arrête les superlatifs. Marketing de la preuve, plutôt que de dire c'est magnifique, on va expliquer pourquoi c'est beau. Et on va promouvoir aussi ce qu'on est vraiment. On ne va pas chercher à modifier, voire le mot est volontairement choisi, pervertir notre image pour répondre à ce que la majorité des touristes attendent. On va valoriser qui on est. Donc il y a sincérité, il y a nature aussi, c'est-à-dire qu'on n'oublie pas ce commun. On est dans un parc naturel régional, la nature est tout autour de nous et c'est ce qui fait effectivement notre attractivité. Mais encore une fois, on n'est pas les seuls habitants de ce pays-là. Il y a la Nouvelle-Zélande qui a fait des campagnes magnifiques. Ils ont dit qu'ils étaient... alors, je n'ai pas le chiffre exact, mais je ne sais plus combien de millions d'habitants.
parce qu'en fait, ils ont intégré les animaux, les insectes. Pour eux, ce sont aussi des habitants de la Nouvelle-Zélande. En fait, ils ont vraiment fait ce pas en matière de Ça de résonne promotion. juste avec ce que Fanny, tu disais aussi. Tu peux nous dire comment tu présentes ta commune à la MRF notamment? Alors, parce qu'on nous demande toujours de nous présenter en tant que maire, il faut donner le nombre d'habitants. Donc maintenant, on s'est dit à la MRF, on dit toujours maire de Châtellerault-Trièves, 500 habitants, 3500 hectares. Et il faudrait qu'on mette aussi le nombre de vivants. Mais rien que de mettre effectivement une autre dimension qui n'est oui, les habitants humains, ok. Et puis la surface, l'espace qui accueille, tout ce territoire accueille aussi. Pardon Marie, du coup. Non. Donc il y a vraiment cette notion de nature, respect et sincérité. Voilà, c'est nos 3 valeurs. Et on a travaillé aussi donc, dans les plateformes de marque, il y a la vision, la mission de la marque, les valeurs, etc. Et dans le ton, on a aussi volontairement mis humain et décalé. On est un territoire qui est habité à l'année. Encore une fois, en économie du tourisme, c'est-à-dire pour qu'il y ait des habitants sur ce territoire-là. Et donc, on s'appuie aussi sur les habitants pour promouvoir le territoire. Alors, je ne les ai pas amenés, j'aurais dû le faire, mais on a des magazines, on produit un magazine où, en fait, c'est des portraits d'habitants et d'habitantes qui ne sont pas forcément acteurs touristiques. Et les couvertures, on n'est pas sur la personne qui va avoir la dernière sape sponsorisée avec le sourire ultra bright. C'est pas Leonardo DiCaprio, nos acteurs. Non, là, pas malheureusement, heureusement, je sais pas. Je sais pas. Et voilà, on a mis, par exemple, François Humbert, qui est agriculteur, et ben, il est un t-shirt, quand il va au champ, vous vous doutez bien qu'il n'a pas pris son dernier t-shirt tout neuf, avec sa moustache, et il est là, il est campé dans son champ, on aperçoit en arrière-plan un troupeau de vaches, et c'est comme ça, encore une fois, on est un territoire habité à l'année, donc c'est comme ça qu'on veut promouvoir notre territoire. Et c'est ce qui fait aussi que ces valeurs, elles sont hyper intéressantes parce qu'il y avait cette crainte de pervertir. Elles ont produit quelque chose d'hyper intéressant dans la conduite des projets, c'est qu'elles nous sécurisent. C'est-à-dire que c'est notre point cardinal. On y revient. Quand on fait ça, est-ce qu'on est raccord avec qui on est ? Elles nous permettent la créativité. C'est pas de côté, d'une couverture différente. Vous allez voir tout à l'heure un peu les campagnes qu'on a pu faire. Et puis, elles nous fixent un cap. Et c'est ça aussi un des bénéfices de la création de ce commun-là. C'est qu'elles nous fixent un cap et elles nous rendent fiers, en fait. Tout d'un coup, quand on vient parler des valeurs, et moi, c'est un des plus beaux cadeaux qu'on a pu me faire sur le retour de l'office, c'est que ça a généré de la fierté sur le territoire, mais la jolie fierté. Et c'est ce qui fait aussi pour les pas de côté, on est décalé quand tout d'un coup, on se dit on a besoin de promouvoir le ski alpin, comment on va faire, dire que c'est génial de skier chez nous, tout le monde le dit. Qu'il y a quelqu'un qui travaille aux remontées mécaniques qui a eu l'idée de créer une Pride. Alors on est au fin fond du Kera, on va faire une Kera Pride. Alors au début on a dit ouais, peut-être pas. Il y a des gens un peu éloignés du territoire qui ont dit faites pas ça, vous êtes la risée du territoire, mais si vous le faites, appelez ça la Kera en couleur. Bon, on s'est posé en bureau. Il faut dire aussi qu'on a de la chance d'avoir des politiques courageux et audacieux, et je pense qu'il faudrait qu'on rajoute audace dans nos valeurs, et qui ont dit non, c'est raccord aux valeurs. On a un territoire d'hospitalité, on a un territoire qui a toujours été accueillant à l'altérité. Il y a toute une... Et en fait, appel au territoire. L'histoire L'Escarton, je pense à Marc, qui a été mon prof, qui nous l'a transmis. C'est un territoire qui a accueilli les Vaudois. Il y a bien évidemment eu aussi les guerres de religion. Et en fait, tout d'un coup, on est légitime à faire une Pride. Et on ne va surtout pas l'appeler la Kera Pride, la Kera en couleur. En fait, si on y va vraiment. Et on a fait le tour des sociopros. Et celui qui ouvre la Kera Pride, c'est Dédé, moniteur de ski et agriculteur, 60 ans, avec les drapeaux sur le joug. Et ce qu'il dit, Dédé, c'est bien sûr qu'on le fait. Nous, on est ouvert à tout le monde a le droit de venir ici, et chacun fait bien ce qu'il veut dans son lit. Et voilà. Et ça fait partie, ça je l'ai entendu, d'autres habitants du Kera qui disent en fait on fait ce qu'on veut chez nous, mais dès qu'il y a quelque chose, on est solidaire. Une crise ou un truc un peu audacieux, on est solidaire. Alors peut-être pas à chaque fois, mais en tout cas il y a... C'est un peu un monde de bisounours, mais je vous rassure, pas toujours quand même. Et voilà. Et juste pour dire qu'en fait d'avoir travaillé aussi ce commun-là, ça sécurise, ça permet la créativité, et puis ça permet de fixer un cap, et c'est un effet positif de ce travail-là.
Merci Marie. Et donc là, je vais essayer de faire un tour de passe-passe parce qu'on est super à la bourre, mais bon, c'était tellement passionnant que moi, je voulais pas du tout vous interrompre. Mais sur cette deuxième question que je voulais vous poser, qui était donc de la mixer avec la troisième, juste si vous arrivez à faire ce petit exercice, mais je n'en doute pas. En fait, on se disait, mais quels enjeux, en fait, à quels enjeux ça répond tout ça? Mais vous en avez déjà un petit peu parlé dans la réponse précédente. Mais qu'est-ce qu'on travaille quand on travaille un commun? En fait, on travaille des enjeux bien plus vastes que un commun. Alors déjà, là les communs, l'agriculture, la commune, un territoire, c'est quand même pas rien. Mais il y a toutes ces échelles dont tu parlais aussi, Marie-Hélène, toutes ces échelles qui sont concentriques autour de ce commun-là et qui arrivent jusqu'à la planète. On a cette planète en commun. Donc les enjeux, les bénéfices, les ouvertures de possibles, mais surtout ce qu'on voulait là, c'était arriver sur cette notion d'imaginaire aussi. Et comment est-ce que peut-être de mixer. Et la question d'après, c'est, moi on vous a demandé d'apporter un récit ou des bribes de récit ou un format quelque part qui soit de prospective, soit qui illustre le commun que vous avez travaillé. Et donc, est-ce que vous pourriez peut-être juste dire les 2-3 éléments que vous aviez envie de dire sur la deuxième question. Je pense à Fanny sur la partie aussi du travail sur les transitions et la prospective au niveau de la MRF, par exemple. Enfin, on dire vraiment 2 mots. Et puis d'introduire votre texte de cette manière-là, ou vos récits. Est-ce que ça vous va si on fait ça? Ouais. Merci. Du coup, je propose, Marie, qu'on embraye avec ce que tu proposais toi, qui n'est pas un récit, mais je vais te laisser le présenter. Juste nous dire d'où ça vient, comment ça a été construit et qu'est-ce que c'est, cette matière qui nous projette un petit peu dans l'habitabilité, cette thématique-là. Rappelez que les offices de rue, on a plein de missions, mais nos 3 missions, on va dire, piliers, et qu'on retrouve, qui sont conduites par l'ensemble des offices de tourisme, c'est la promotion du territoire, donner envie de venir passer ses vacances chez nous. La communication, c'est aussi un commun. On travaille pour l'ensemble des acteurs du territoire, c'est récolter l'information. C'est-à-dire tous les hébergements, tous les restaurants, les horaires d'ouverture, toutes les animations, vraiment toute cette matière qui permet de passer des vacances, un hébergement, un loisir, qui soit payant, marchand ou non marchand, la randonnée, etc. Et puis l'accueil. Avec l'accueil, 2 grands piliers, c'est la réassurance. J'ai vu sur Internet, est-ce que ça existe ? Est-ce que cette offre est adaptée parce que j'ai des enfants de 6 ans ? Ou la prescription de l'offre. Je ne suis pas sûre d'avoir tout compris, tout ce que je peux faire. Est-ce que vous pouvez m'aider à organiser mes vacances ? Voilà. Les 3 grands piliers. Et donc, dans la promotion, ce qui est important pour nous, c'est de donner à comprendre ce qu'est ce territoire. Donc, bien évidemment, on est quand même dans une logique de marché. Il y a une demande d'un côté, une offre. Mais c'est là où on ne veut pas se pervertir. On ne veut pas tordre le territoire pour répondre à tout prix à la demande, alors qu'on est un territoire qui est composé d'autres fonctions, d'autres usages et d'autres représentations. Et donc, parce qu'on a fait tout ce travail que j'ai évoqué précédemment sur les valeurs, sur la stratégie promotionnelle, ça a permis de promouvoir le territoire de manière complètement différente. Et c'est pour ça qu'on m'avait demandé de venir, parce que c'est vrai qu'au début, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter ? Où en fait, on promeut un territoire. Donc l'idée, c'était d'arriver à structurer des stratégies promotionnelles qui racontent le territoire et qui permettent de faire venir aussi les personnes qui ont envie de rencontrer ce territoire tel qu'il est. Ça, c'était vraiment important pour nous, parce qu'il faut savoir qu'on a 2 grands imaginaires qui nous posent problème en montagne. C'est la notion de terrain de jeu. On n'est pas un terrain de jeu, clairement. On est un territoire d'agriculture, de pastoralisme, d'habitat pour une faune aussi et une flore non domestiquée, sauvage. Et le souci, c'est quand on promet un terrain de jeu, on répond complètement aux besoins du vacancier, qui est ce besoin de loisirs, de pause, etc. Mais ça vient générer des conflits d'usage sur les autres fonctions de notre territoire. Et en plus, on a un autre imaginaire qui nous pose aussi problème, c'est l'imaginaire de la liberté, into the wild. Voilà.
Sauf qu'Into the Wild, chez nous, on n'a pas la même densité. En fait, c'est tout l'imaginaire par les films qui est arrivé, les grands imaginaires nord-américains, anglo-saxons, où il y a effectivement des grands espaces. Sauf que chez nous, vous êtes toujours chez quelqu'un. Les vannes garées sur un col à 2008, clairement, ça pose problème. Puis où est-ce que la personne... Il y a un gros sujet caca nature quand même chez nous, on va pas en parler là, mais le nombre de réunions qu'on parle à parler caca, salut le parc naturel régional du Queyras, est assez important. Et on se rend bien compte que cette notion de liberté, je vais où je veux, je fais ce que je veux, oui, on en a tous besoin en fait. Sauf qu'elle vient poser problème par rapport aux autres fonctions de notre territoire. Je viens de me rendre compte que j'étais enregistrée. Voilà, si vous coupez le moment... bref. Audace, allez. Et donc, on s'est dit, entre eux, il faut qu'on raconte qui on est, il faut qu'on respecte, parce que respect dans notre plateforme Danemark, comment on vient travailler d'autres imaginaires que le gars qui lève les bras et qui hurle en haut de la montagne, ouais, super. Ou effectivement, ça fait vendre. Ou la petite tente, vous savez, la petite tente bivouac. Et puis après, tout le monde promeut le bivouac. Puis après, on se dit, un petit problème de bivouac chez nous. Voilà. Comment on peut faire ? Et parce qu'on a mis respect, sincérité, et que dans notre plateforme de marque, on a aussi travaillé le côté décalé, nos élus ont validé. Ils ont accepté de nous faire confiance. Et quand ils ont vu le résultat, ils ont dit... Alors, une partie a dit, vous êtes sûr ? On a dit, c'est déjà l'impression. Et l'autre a dit, bravo. On s'est dit, on y va en fait, on assume. Voilà. Donc on assume qui on est. Donc il y a toute une stratégie de dire, on est des territoires un peu complexés parce qu'on a l'impression qu'on est en retard, qu'on est moins bien structuré que les Alpes du Nord. Et en fait, non, on est à la pointe. C'est nous qui avons raison en ce moment. Grâce peut-être à un moment donné à un retard, c'est même pas le sujet. De toute façon, on est qui on est. Et donc on s'est dit, il faut qu'on arrive à promouvoir notre territoire autour de plusieurs piliers. La montagne habitée, donc vous le verrez tout à l'heure. Un élément assez différenciant, on a un ciel quand même parmi le top 5 des ciels les plus purs au monde. D'ailleurs, on a un super festival, je fais la pause pub tout à l'heure. On fait venir Cédric Villani quand même, animé par Mathieu Vidard, la Terre au carré, tout ça. Je glisse 2-3 trucs, vachement bien, vous verrez. On assume en fait, on y va. On s'excuse pas. Et de toute façon, cette campagne, elle parlera à qui elle doit parler. Vous comprendrez que celle à qui elle doit parler, le point faible, il sera perçu comme un point fort. Et ceux pour qui ça reste un point faible, surtout, ne venez pas. Pas parce que vous n'êtes pas sympa, mais parce que vous serez déçus. Assumons qui on est. Si vous voulez 300 km de piste avec une garderie, un beach volley et un bowling, c'est pas là en fait. Et c'est OK. Et c'est aussi OK, et on se doit aussi le respect de personnes pour qui c'est important d'avoir cette facilité-là, ce type d'offre de loisirs. Donc, encore une fois, plateforme de marque, on a mis respect. Donc, on travaille avec une gouaille, mais pas au détriment d'autres gens qui ne peuvent pas ou ne veulent pas venir chez nous. Respect de tout le monde, toujours. Et, vas-y. Et donc, vous verrez, donc là, le pilier, on valorise le village, on est des villages. Et bien évidemment, on vient expliquer ce qu'on raconte, peut-être pas pour tout le monde, pour vous sans aucun doute. On reste quand même dans une notion d'hospitalité et d'accueil. Donc 5 piliers, vous avez le ski alpin, le biathlon. Seul stade de biathlon de la région PACA avec un tir de 50 mètres. L'équipe de France est encore venue s'entraîner. Ouvert été comme hiver. Bon, désolé, petite déformation professionnelle, vous l'aurez compris. Voilà, donc l'astronomie. Et on joue. Il n'y a pas de boîte de nuit chez nous, il n'y a pas de bowling. Mais il y a autre chose à faire, en fait. Surtout quand on sait que... Désolée pour les nutritionnistes présents dans la salle. Mais encore une fois, on assume, c'est pas tous les jours, mais voilà. Et ça, c'est la campagne estivale qu'on a déclinée sur l'automne, pardon. On est un territoire. Et ce qui est hyper important, c'est une économie de la rencontre. On parle d'hospitalité, et ce qui est merveilleux dans le français, c'est qu'on est hôte, qu'on soit accueilli ou accueillant. C'est quand même assez merveilleux. Et on a des devoirs, qu'on soit accueillant ou accueilli. Quand on est accueillant, on se doit de respecter la personne qui nous permet de vivre, d'avoir une offre de qualité, d'être présente dans l'accueil. Mais quand on est accueilli, on n'oublie pas d'essuyer ses pieds sur le paillasson avant de rentrer. C'est un peu cette image-là. Et donc,
venez chez nous, c'est super, vous allez voir, il y a de la faune, etc. Mais parce que te surprendre, c'est leur domaine, les respecter, c'est aussi le tien. Et comment cette notion de respect qui est dans notre plateforme de marque, on la glisse aussi dès le départ, dès l'aspect de promotion. Et l'idée, c'était aussi de se dire, on a de la chance, on a beaucoup de fréquentation l'été, et à nous aussi de faire venir les gens qui seront aptes, une fois sur place, à recevoir tous les messages de prévention qu'on leur donne. Je vous ai dit tout à l'heure, on était des passeurs. Sur toutes nos brochures, il y a les bonnes pratiques. Restez sur les sentiers, prenez soin du territoire. Il y a tout un travail aussi qui est fait par le parc. À nous, Office de tourisme, de faire venir des personnes qui vont avoir envie de prendre soin et qui vont être aptes à écouter ces messages-là. Et donc là, on retrouve encore une fois les piliers. Il y a les humains, on a un territoire habité et c'était important pour nous de mettre en avant les humains. Les lacs, la forêt, parce qu'on se rend compte que cet imaginaire de la forêt, elle est très peu présente, alors qu'en fait, on est un territoire forestier. Donc c'est pour ça qu'on commence à travailler un peu plus sur la forêt, et on travaille notamment grâce à une superbe association, Lucie, je te salue. Voilà. On tricote, je vous l'ai dit. Et puis, encore une fois, les habitants, c'est pas que les humains, c'est aussi la faune. Voilà. Et donc, on promeut aussi l'automne pour essayer d'étendre les séjours. Donc, vous avez cette déclinaison aussi sur l'automne. Voilà. Merci beaucoup, Marie. Et il y en a d'autres, mais vous aurez l'occasion de les voir passer si vous vous intéressez au Caira. Merci pour ces bribes d'imaginaire à déconstruire, en tout cas à revisiter, et puis les valeurs qui permettent d'aller plus loin dans justement la liberté qu'on se donne pour être qui on est sur un territoire, mais en même temps pouvoir attirer. Voilà. Fanny, est-ce que tu veux bien, toi aussi, peut-être nous partager des travaux qui ont été faits sur une sorte de prospective ou d'imaginaire en lien avec ça, et puis ce que tu veux bien nous partager là-dessus. Oui. Donc, un mot pour vous parler un peu de l'Association des maires ruraux de France, dont j'ai eu la chance d'avoir la vice-présidence et la transition écologique. C'était en 2021, sachant que c'était la première fois que l'AMRF avait une délégation transition écologique. Donc ça, déjà, c'était un élément important. La première chose qu'on a faite, c'était se demander à quoi ça servait, et qu'il fallait que ce soit utile, parce que dans le domaine de la transition écologique, il y a déjà plein d'expertises, plein d'associations, plein de références. Et donc, on s'est dit, on ne veut pas créer quelque chose qui existe déjà. Et après, en observant un petit peu les choses et en interrogeant nos pratiques de maire rural, on s'est dit, par contre, le récit que nous, on fait, les maires ruraux de la transition écologique n'existent pas. C'est-à-dire qu'on a plutôt des discours assez descendants, assez techniques d'ailleurs, pas tellement politiques au sens noble du terme, et que nous, malgré le fait qu'on représente 80% du territoire et donc que ça doit être notre sujet, finalement on se sent assez peu représenté dans le discours sur la transition écologique. Donc c'est ça qui nous a mobilisés. Après, on a mis en place une méthodologie implicative, c'est-à-dire qu'on s'est inspiré de la Convention citoyenne pour le climat. Donc, on a cherché 100 maires d'un peu partout en France représentatifs du territoire, et on les a fait travailler sur 5 week-ends où ils ont pu rencontrer les plus grands experts du climat, Valérie Masson-Delmotte et d'autres, mais aussi des gens qui avaient fait des choses sur des territoires ruraux. Et donc, il y a eu cette première étape de formation, de dialogue, et puis après... Fanny, ça s'appelle le Grand Atelier des maires ruraux pour la transition écologique. Oui, c'est ça. Pour donner des points de et repère. ensuite, ils ont travaillé avec des spécialistes de l'intelligence collective et du dialogue collaboratif pour essayer de passer de cette diversité rurale à un message politique clair qui serait celui de l'Association des maires ruraux de France sur 3 sujets qui nous a semblé majeurs. C'est-à-dire le premier, c'était sobriété énergétique et transition énergétique, parce qu'on était au moment de la discussion de la loi sur l'accélération de la production des énergies renouvelables, et ça se passe quand même chez nous. Donc on voulait avoir une capacité à se positionner sur ce sujet des énergies renouvelables. Le deuxième grand paquet la deuxième thématique, c'était celle des biens communs naturels. Donc c'est pour ça qu'on a beaucoup travaillé sur les communs, où il y a eu beaucoup de liens tissés avec le milieu de la recherche notamment.
sur ce sujet-là. Et le troisième, c'était c'est quoi nos ressources. En fait, finalement, c'est ce que je disais, on a l'impression souvent de manquer de moyens, de ne pas avoir forcément beaucoup de chance pour traiter tous ces sujets. Et en fait, non, on renverse un peu les choses, dire non, c'est quoi nos ressources et c'est quoi qui nous permettent d'aller plus loin et de faire des choses. Donc ça, c'était le troisième élément, le troisième bloc de réflexion. Et donc ça a bien fonctionné au-delà de... Bon, je ne sais pas si vous avez déjà suivi les conférences de citoyens, mais ça crée déjà une dynamique collective qui survit à toute épreuve. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a encore 100 maires très engagés sur toute la France qui ont fait un collectif et qui savent s'entraider, être présents et qui marqueront l'histoire de l'Association des maires ruraux de France en amenant la transition écologique dans le projet politique de l'asso. Mais donc, voilà, ils ont réussi on a réussi à porter ce récit qui est quand même... qui rassemble malgré toute la diversité territoriale et qui dit en fait c'est notre sujet, qu'on veut être plus présent parce qu'on représente du territoire, parce que sur nos espaces il y a tant de forêts, de rivières, d'alpages, de mers, de tout ce que vous voulez, et de dire qu'on veut être plus présent, qu'on veut plus aussi être dans le tour de table décisionnel, qu'on veut qu'on parle des sujets dont on ne parle jamais ou si peu, et aussi qu'on remette la question de la gouvernance et de l'implication des différentes parties prenantes de nos habitants, du fonctionnement démocratique au cœur du sujet. Mais je ne vais pas vous faire tout le rapport de la MRF, je vous invite à le lire, mais il est sur le site. Mais moi, il y a un des éléments, une des paroles qui m'a marqué, c'est dire on veut bien des éoliennes, mais on veut aussi des écoles, des médecins et des épiceries. Et je crois que ça relate bien en fait à quel point on peut construire un projet qui englobe la transition écologique, mais en prenant en compte aussi la vitalité sociale des villages, et qu'en fait ça peut ne pas être aussi clivant qu'on le croit. Et donc voilà, c'était pour vous dire qu'il y avait quand même cette communauté qui s'est formée et qui porte aujourd'hui ça a été adopté d'ailleurs par l'Assemblée générale de l'Association des maires ruraux de France aujourd'hui, donc c'est la première fois qu'il y a eu un texte politique assumé et voté et porté aujourd'hui par l'Association des maires ruraux. Donc ça, c'est sur effectivement autre chose que j'ai porté pendant le mandat. Et sinon, je voulais rebondir quand même sur les imaginaires et les récits, parce que ce que je voulais vous dire, c'est à quel point ça a fait exploser la capacité imaginative de Châtel-en-Trièves que de faire ce pas de côté et d'accepter, enfin de nous faire emmener en fait dans cette manière de construire le village ensemble. Moi, j'ai plus rien à faire. C'est-à-dire que même je me suis posé la question si j'allais me représenter, parce que je me suis dit finalement Et en fait, je me suis dit, je reste pour veiller quelque part, parce qu'en fait, j'ai peur qu'on casse ce qui est si beau et qui est en même temps fragile. Mais aujourd'hui, vous avez tout le monde qui porte le village, et pas seulement un maire et une secrétaire de mairie. Vous vous rendez compte en termes de résilience territoriale ce que ça implique. C'est qu'aujourd'hui, j'ai un territoire ultra dynamique. Tous les week-ends, il y a des événements. Et moi, j'y vais même pas forcément, parce qu'aujourd'hui, je suis plutôt à un moment de repos personnel, parce que je suis fatiguée, où les gens le savent. Donc moi, je vais pas inaugurer tous les trucs et tout. Donc ils se portent eux-mêmes. Et ça, je veux dire, c'est une grande satisfaction de voir que c'est le village des marionnettes de Châtel-en-Trièves qui va faire le festival à demain, que ce week-end, il y a le Châtel-Fest qui est porté par un autre collectif, qu'il y a la tournée des fours et que tous les week-ends, il y a un four qui est ouvert, où on parle, on mange des pizzas. Et en fait, tout ça est très, très riche de créativité. On n'aurait pas pu l'imaginer avant que ça ait lieu. Et c'est des leviers incommensurables. Et quand on voit le niveau d'enjeu auquel on est confronté, je me dis que c'est que comme ça qu'on peut être à la hauteur, parce que l'institution et les pouvoirs publics n'arriveront jamais, en termes de moyens financiers, de capacité on n'arrivera jamais à être à la hauteur. Par contre, si on change, et si on se dit on implique tout le monde, et tout le monde devient un citoyen acteur, et tout le monde peut contribuer, et donc on va repérer les talents, on va dire on va redévelopper des savoir-faire, mais à ce moment-là, ça change tout en fait, en termes de capacité d'adaptation et de changement sociétal. Et sur les récits, et j'en termine là, il y a eu plein de récits aussi qui ont émergé. Donc déjà, moi, je me suis mis à écrire le récit du village. Donc j'ai écrit, d'ailleurs, j'en ai amené quelques-uns si ça vous a... Donc moi, déjà, j'ai eu envie d'écrire cette formidable aventure qu'on avait vécue, et de se le dire qu'on vit une formidable aventure tous ensemble. C'est déjà quelque chose. Et puis après, il y a eu aussi une réalisatrice qui est venue sur notre village, qui a fait un film, Les Petites Victoires, 1 million d'entrées, avec Michel Blanc, je ne sais pas si vous l'avez vu,
c'est aussi inspiré de Châtel-en-Trièves. Et puis après, il y a les habitants eux-mêmes qui se mettent à écrire des histoires par le village des marionnettes, parce qu'on a accueilli une compagnie de marionnettistes, les habitants les ont accueillis, ils se sont mis à faire des marionnettes, des spectacles de marionnettes, des festivals de marionnettes, donc ils sont à fond. Et là, ils sont en train de partir sur les sentiers, ils écrivent une histoire des marionnettes à Châtel-en-Trièves, et j'ai pas pu l'amener, je voulais, mais ils n'ont pas fini, et ce sera livré lors du festival des marionnettes au mois d'août. Et d'autre part, il y a aussi des récits qui s'écrivent sur l'histoire du village, parce qu'il y a des personnes qui se sont rendues compte que le village avait caché plein de familles juives à l'époque, et donc on est en train de rouvrir les placards et d'aller chercher des témoignages, etc. Donc c'est pour vous dire qu'il y a aussi collectivement, il y a plein d'histoires qui sont en train de se construire aujourd'hui sur le village par les habitants et même autour, parce que ça inspire fortement. Et essentiel de dire qu'il y a une diversité de récits, en fait, pas de dire qu'on porte un récit pour la ruralité ou pour autre chose, mais dans tout ce dont tu témoignes, Fanny, c'est une diversité et puis cette autorisation à créer et rêver collectivement. Ouais. Et avec la simple petite chose, j'ai remarqué une difficulté à prendre la lumière chez certains habitants, mais ça vient avec le temps, donc il ne faut pas lâcher. Ouais, merci. Et Marie-Hélène, pour terminer avec toi, même question. Cette histoire des imaginaires et des potentialités créatrices, est-ce qu'à travers un récit ou un format, qu'est-ce que tu peux nous partager là-dessus ? Oui. Merci déjà pour vos 2 retours. Je vais un peu rebondir sur la posture de l'élu. Vous dites que vous êtes mis un peu en retrait en se disant est-ce que je vais me représenter ou pas. Je pense qu'il y a un point qui est fondamental, c'est de se dire il y a un changement de posture de la part des élus ou même de la part des leaders. C'est-à-dire qu'à un moment donné, comment on se dit je sais où il faut aller, je sais comment il faut faire et donc suivez-moi, on y va, à une posture de facilitateur, et c'est un peu le rôle finalement que vous incarnez, en disant en fait il y a besoin quand même de cette rythmique, de relancer, de faciliter cette mise en lien pour que ça continue. Et il faut qu'on aille là-bas, je ne sais pas comment on va faire, faisons-le ensemble, mais il y a besoin de ce rôle de facilitation qui peut être aussi le rôle de nos élus. Et du coup, plutôt que de donner un exemple d'humain, je vais reprendre la casquette d'éthologue, et je me dis que pour essayer de travailler nos imaginaires, c'est peut-être bien aussi de déconstruire les schémas éducatifs qu'on s'est donnés, notamment en se basant sur les animaux sociaux non humains, qui fait qu'on est arrivé à un système très capitaliste avec un leader. Où finalement, moi je vous disais, j'ai étudié et modélisé les déplacements de troupeaux, donc c'est l'effet leadership, avec du despotisme ou du leadership partagé ou distribué, comme on dit. Et dans nos sociétés humaines, on ne parle que de leader, on ne parle plus de leadership. Et en fait, chez les animaux sociaux, je vais vous prendre l'exemple que j'ai étudié des déplacements de troupeaux. Quand vous avez un groupe de 10, 50, 100, 200 individus, en fait, dans nos têtes, c'est chez les gorilles, par exemple, les chimpanzés, etc. C'est le mâle dominant, le doigt argenté, qui prend la décision pour tout le monde. Ça nous arrange bien parce que comme ça, dans notre système humain, c'est les mâles grisonnants, un peu âgés, qui ont une légitimité de parler, etc. Voilà, je l'ai dit. Et en fait, ça ne se passe pas du tout comme ça. Mais on les accueille quand même ici, hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Oui, il y en a qui sont déconstruits, hein. Faut aussi se le dire et les soutenir d'ailleurs. Mais en fait, chez ces animaux sociaux, ça ne se passe pas du tout comme ça. En fait, dans le groupe, c'est pour ça que je vais reprendre la question qui était sur les enjeux qui se cachent derrière tout ça. En fait, chez ces animaux sociaux, ils sont prédatés. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, l'enjeu ultime, c'est la survie et c'est la perpétuation de l'espèce. Et donc, c'est quoi notre enjeu à nous ? Est-ce que c'est notre survie et la perpétuation de notre espèce au détriment du reste, ou ça ne marchera pas parce qu'on est interdépendant du reste, ou est-ce qu'à l'inverse, on se dit, en fait, non, on est un groupe, donc comment on va prendre des décisions ensemble ? Qui est-ce qui va avoir ce leadership en fonction de quelle situation ? Et donc, ce qui est intéressant d'observer chez eux, quand vous avez un déclenchement de départ, donc quand ils doivent aller vers un nouveau point d'eau, une nouvelle ressource de nourriture, ils vont faire des dizaines, voire 50, 100 km dans la journée. Et en fait, les individus qui vont initier ou partager le fait qu'ils ont envie de bouger parce qu'ils ont faim, c'est pas le mâle dominant, parce qu'ils n'ont pas du tout les mêmes besoins physiologiques que des femelles. Et en fait, les femelles qui sont gestantes, donc enceintes ou allaitantes, c'est elles qui vont commencer à initier, c'est là où c'est important, c'est le mot « initier », des comportements de pré-départ. Et donc là, ça commence à passer l'information. Donc, il y a du partage d'informations. Là, j'ai un besoin. Et donc, c'est ce qu'on appelle les individus les plus vulnérables, parce que si elles ne mangent pas ou elles ne boivent pas, il y a des conséquences qui ne sont pas négligeables pour leur survie et celle de leur descendance, et donc de la survie du groupe. Et donc, c'est important d'être en logique d'attention
Et c'est là où, effectivement, aussi, en tant qu'élu, comment on passe de son intention à aller à un endroit et on sait comment, une logique d'attention, on est à l'écoute des individus qui composent le groupe. Et ensuite, du coup, comme on est en attention de ces individus, il y a besoin de partir, on va partir. Et l'autre chose qui est intéressante, c'est que cet effet leadership, c'est pas forcément parce qu'elles ont partagé le fait qu'elles voulaient bouger qu'elles vont dire il faut aller là ou là. Vous avez d'autres individus qui peuvent dire on va aller vers cette direction, un autre qui va dire non dans cette direction. Et en fait, ils savent prendre des décisions de manière très démocratique. Donc, vous allez avoir deux individus qui vont donner des directions différentes, ils vont s'asseoir, ou orienter leur corps et leur regard vers cette direction. Et ensuite, vous avez les autres individus du groupe qui vont se positionner derrière l'un ou l'autre. Et quand 60% du groupe s'est positionné dans l'une ou l'autre des directions, ça part. Et quand vous avez un groupe de 100 individus qui décident de partir, ça ne met pas 3 plombes. Vous n'avez pas celui qui n'a pas été choisi, qui va venir ronchonner, qui va dire non, c'est là qu'il faut aller, qui va venir chercher ses congénères pour négocier. Non, ok, vous avez choisi là, on y va. Et en fait, donc, il y a du renoncement. Donc, logique d'attention. Les vulnérabilités sont, en fait, priment et sont vraiment entendues. Il y a du renoncement. Et il y a du partage d'informations. C'est-à-dire que les individus qui donnent une direction, c'est parce qu'ils connaissent aussi le territoire dans lequel ils vivent. C'est la cartographie de ressources. Donc les plus anciens ou les plus anciennes savent qu'il y a 10 ans, quand il y a une période de sécheresse, le point d'eau à tel endroit, il y avait encore de l'eau. Et donc ça, c'est fondamental. Ils ont les informations et ils les partagent dans le groupe. Donc ça, c'est de la coopération. Donc dans le monde vivant non humain, ça coopère. Donc ça, c'était les points. Donc nous, on se dit être en démocratie. Je ne suis pas sûre qu'on soit tellement en démocratie par rapport à ce qu'on peut observer chez eux. Donc ça montre aussi ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'individu, il est au service du collectif. Et donc moi, j'aurais envie de questionner dans nos projets, dans les réflexions qu'on a à l'échelle de nos territoires ou à l'échelle de nos structures, on est au service de quoi finalement ? Est-ce qu'on est au service de nos intérêts personnels ou est-ce qu'on est au service de ces intérêts collectifs ? Et finalement, si on repose cette question, peut-être que des fois, quand on vient dire c'est impossible de faire dialoguer des agriculteurs conventionnels avec des bio, avec des écolos, avec etc., etc. Les chasseurs, c'est souvent le truc qui revient. En fait, à un moment donné, c'est quoi notre enjeu ? On est au service de quoi ? Ça veut dire quoi habiter notre territoire ? Pourquoi on aime notre territoire ? Et qu'est-ce qu'on a envie de préserver ? Et en fait, si on revient sur des fondamentaux, finalement, on arrive à recréer du dialogue et puis à essayer de faire émerger des solutions qui peuvent finalement ne pas être du consensus mou, mais vraiment des projets concrets de fond qui peuvent se mettre en place. Voilà, donc j'avais juste envie de repartager ça parce que je trouve qu'il faut déconstruire nos schémas et ça peut nous inspirer. Et donc ensuite, une force de tout ça, on peut imaginer c'est quoi finalement le territoire de vie, comment on aimerait fonctionner, quelles sont les attentions qu'on devrait avoir, quelles sont les priorités, etc., etc. Voilà. Donc je réponds pas trop à la question de comment s'y prendre, mais voilà, je pense que des fois, faire un pas de côté et voilà, il y avait cette chaise du vivant, je me suis dit c'est peut-être le moment aussi de donner un peu la parole à ce vivant non humain. C'est super, merci Marie-Hélène. Moi, tu éclaires ma rencontre avec le troupeau de brebis sur le pont au-dessus du Guil il y a 15 jours, où je me dis mais qu'est-ce qu'ils sont cons ces moutons ? Et alors pardon, mais en fait non, quoi. Ils étaient en train de décider ensemble ce qu'ils allaient faire en se mettant dans différents sens. Donc franchement, merci. Merci de ça. Et puis je grossis le trait évidemment. Je le pense pas complètement. Déjà merci à vous trois. Merci à Vimala. Merci à vous d'avoir été si attentifs. Pour les ateliers, je vous propose ce petit cadre de liberté et de sécurité qu'on va vous redonner, mais en gros, c'est important qu'on se donne un cadre, nous aussi, dans nos échanges, même si je pense que tout va bien se passer, de souveraineté, c'est-à-dire que chacun est là en pleine responsabilité, et de ses apports, et de ses contributions, et de ses besoins. Parler en jeu, ça c'est pour dire vraiment, c'est moi que j'engage en fait, ici et maintenant, là, dans ce que je vais dire, etc. En revanche, dans ce que je dis, si c'est ça, c'est parler pour être compris et non pas parler pour convaincre. On va faire de l'intelligence collective dans ces ateliers-là, comme on peut en 1 heure, mais ça se fait bien quand même. Donc, parlons pour être compris, pour être clair. Voilà.
Le respect et l'écoute, c'est bien de le rappeler. Donc, respect, c'est respect aussi de la diversité des avis et des idées qui vont être proposées. Et puis, de se redire que les idées s'ajoutent et ne s'opposent pas. C'est-à-dire que ce que vous allez mettre au pot commun, ça ne va pas balayer l'idée d'après, ou l'idée d'avant ne va pas être balayée par l'idée d'après. Enfin bref, vous avez compris. C'est-à-dire qu'on va accueillir là ce qui émerge. Et en fait, ce qu'on pense incompatible, des fois, ne l'est pas forcément. Donc, on n'a pas comme objectif de cette journée d'être tous dans un même mode de consensus. On n'en est pas là. Là, l'idée, c'est vraiment de phosphorer, de s'approprier, de travailler des éléments qui nous ont été partagés vraiment avec tout le vécu de toutes les trois, qu'on puisse se les approprier, les mâchonner, les triturer dans les différents ateliers et que vous en ressortiez avec une envie de quelque chose. Et donc, on vous distribuera aussi pendant les ateliers une petite feuille sur laquelle vous pourrez prendre vos petites notes et surtout, éventuellement, poursuivre avec des gens qui sont là. Il faut en profiter si vous en avez envie. On n'obligera à rien. Mais c'est à vous de vous saisir de cette opportunité d'être avec des gens sur les ateliers. Il faut que je refasse la pub des ateliers ou c'est bon ? Moi aussi, quand même. Allez, sur l'atelier par lequel je commence, imaginaire, on va venir explorer quels sont les imaginaires dominants aujourd'hui de la montagne ou autres, ou encore plus largement. Et ces imaginaires dominants, mais aussi quels sont les imaginaires en germe, parce que peut-être qu'on est dans une période d'un peu de bascule, et on l'a dit. Et il y a une tension entre ces imaginaires. Qu'est-ce qu'on peut en faire de cette tension ? Voilà. Et de travailler des vecteurs. Donc, on en a eu là, avec Marie notamment, mais on en a beaucoup parlé aussi avec l'art, les marionnettes, etc. Quels sont ces vecteurs d'imaginaire ? Voilà, ça, c'est pour les imaginaires. Pour les paysages, on va s'inspirer d'un commun qu'est le paysage et de voir ce que peut nous révéler un paysage. Donc, c'est pas complètement de la lecture de paysage, c'est pas ça l'atelier, mais par contre, ça va être de se dire qu'est-ce que dans ce paysage-là, qu'est-ce qu'on peut lire comme éléments qui favorisent la coopération, un paysage habitable tel qu'on le souhaiterait, et quels sont les éléments qui viendraient nous dire il y a des failles, il y a des endroits où c'est compliqué. Et puis terminer sur ce serait quoi un paysage désirable et comment on pourrait y contribuer. Sur l'atelier gouvernance, on va déjà se dire si on parle de gouvernance, c'est qu'il y a un commun derrière. De quel commun on aurait envie de parler les uns les autres, et puis de voir un petit peu ce qui émerge, de lister en fait ces communs qui nous appellent. De regarder quels seraient les obstacles ou les leviers à une gouvernance des communs aujourd'hui avec tous les éléments dont on a entendu parler là, et puis peut-être de travailler à une petite boussole si on se mettait en enquête sur un commun donné, ce serait quoi ? Voilà, mais les trois seront passionnants. Moi franchement, je n'aurais pas su lequel choisir. Et comme ça a dû être dit dans les ateliers, l'idée, c'est pas de s'arrêter là non plus. C'est d'aller un peu plus loin dans ce qu'on vous a proposé de faire et qu'on n'a pas pu évidemment terminer, avec des rencontres entre vous, comme c'est écrit un peu dans le document qu'on vous a remis. Et pourquoi pas se retrouver à l'automne pour atterrir et peut-être amplifier votre volonté d'approfondir le sujet que vous avez abordé aujourd'hui avec l'une ou l'autre personne. Donc le retour... C'est d'abord la gouvernance. Allez. Donc nous, notre groupe était sur la gouvernance des communs. Donc on est quand même parti de la définition de qu'est-ce que c'est un commun. Donc c'est une ressource, une communauté d'acteurs et des règles de fonctionnement. Et ensuite, on s'est interrogé sur un premier temps sur qu'est-ce qu'un commun. Et donc, on a fait un peu un brainstorming. On a parlé de forêt communale, de tissu associatif local, de terres agricoles dans un parc naturel régional, d'espaces publics, de canaux, d'eau, de villages, mais aussi de périmètres, bassins de vie, bassins versants, de systèmes alimentaires à l'échelle d'un territoire de vie, de l'accès aux services, à la mobilité, des alpages, des fours. Donc voilà, et après on s'est répartis en deux groupes. Il y avait donc les chapeaux jaunes et les chapeaux rouges. Les chapeaux rouges devaient chercher noir, tout ce qui fait dysfonctionner, qui fait que ça sera
pas possible qu'on n'y arrivera pas. Et les chapeaux jaunes, eux, ils devaient justement chercher tous les potentiels, les facilitations, le fait qu'on allait y arriver. Donc ce qui ressort dans les difficultés, c'était déjà la difficulté d'identification des communs, c'est pas facile de les repérer, et aussi le manque de connaissances, notamment dans les institutions, de ce qu'est un commun, ce qui rend après les choses difficiles quand on essaye de faire avancer ces sujets. Autre problématique, c'est l'implication des gens. Comment est-ce qu'on fait quand on a une organisation sociale qui est pas trop, qui rend difficile parfois l'implication bénévole quand on doit travailler, après rentrer chez soi, s'occuper des enfants. Donc ça pose la question aussi de comment rendre possible l'engagement pour toutes et tous, et aussi la difficulté de faire converger les intérêts et pour éviter l'accaparement des communs et donc le renfermement et le fait que ça perde sa vocation d'intérêt collectif, voire d'intérêt général. Et en face de ça, donc les chapeaux jaunes ont cherché des solutions sur les difficultés d'identification, et bien partir des objets qui fonctionnent et qui sont déjà des communs, qui existent encore heureusement sur nos territoires. Donc on parle des fours, on peut parler du petit patrimoine vernaculaire, des alpages, et de partir de ça pour dire ça existe, c'est pas des gros mots, ça fonctionne bien, ça fait pas peur, et donc déjà s'exercer sur des communs à petite taille pour peut-être après avoir l'ambition de poser des plus grands communs tels que l'alimentation ou la ressource en eau. Donc c'était des pistes. On a parlé aussi beaucoup de tissus associatifs qui semblent être vraiment le terreau pour faire fonctionner en fait cette ressource d'engagement. Donc comment est-ce qu'on sait repérer les forces vives, les conforter aussi, apporter du soutien au tissu associatif, permettre la relation inter-association, créer des collectifs associatifs, comment impliquer la jeunesse. Et l'exemple en Suisse nous a paru particulièrement pertinent, où en Suisse, apparemment, les jeunes rentrent vite dans ce qu'ils appellent des sociétés de village, qui sont un peu l'équivalent des comités des fêtes, pour pouvoir après être prêts à prendre ses responsabilités et à s'occuper des communs. Voilà, donc on a beaucoup échangé sur ces sujets-là. Et ensuite, le troisième moment était autour de questions qu'on devait se poser pour que ça fonctionne. Quel type de questions relatifs à la ressource, mais aussi à la communauté d'acteurs et aussi aux règles. Donc je les ai pas toutes listées, j'avoue, vous pourrez voir Ah voilà. Je les ai pas toutes listées. Mais en gros, c'était tout ce qu'on doit vérifier, un peu la boussole, pour essayer de cheminer dans ce commun. Et peut-être un mot pour terminer. On a eu un point de vigilance aussi sur ce qu'est un commun et ce qu'il peut aussi comporter de repli sur soi si on n'y fait pas attention. On a parlé aussi de notre contexte national et même au-delà de la France, qui est plutôt vers du repli, et de se dire demain, il faudra qu'on soit aussi vigilant à ce qu'il n'y ait pas d'instrumentalisation, qu'il n'y ait pas un repli des communs sur eux dans une logique qui ne serait pas celle que l'on souhaiterait. Donc on a eu un point de vigilance aussi de ne pas forcément voir les communs comme des choses toujours très, très positives, et ça a été le cas dans l'histoire. Et donc je remercie aussi la personne qui avait beaucoup de connaissances sur ce sujet à partager. Donc il faudra que vous alliez déjeuner avec lui. C'était très intéressant. Donc regard préventif sur les communs à garder comme quelque chose d'ouvert et pas de repli sur soi. Et je crois qu'on a à peu près fait le tour de la question. Si Alban, n'hésite pas à compléter si j'ai oublié quelque chose. C'est parfait, merci Fanny. Je propose à Marie-Hélène, sur les paysages, de nous partager ce qui a été fait, dit en tout cas quelques éléments, et puis ton ressenti. Voilà, là ça fonctionne mieux. Alors moi, j'ai pas été très bonne élève, j'ai pas pris plein de notes, donc je vais le faire un peu aussi de mémoire. Donc on était sur les paysages. Donc on a d'abord été invité à choisir un paysage qui nous parlait, quel était le paysage qui nous marque, j'ai envie de dire, qui nous plaît. Et puis à partir de ça, on s'est divisé en sous-groupes parce qu'on était un petit peu nombreux pour essayer de répondre à différentes questions, en observant ce paysage, qu'est-ce qui façonne ce paysage, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on ne voit pas, qu'est-ce qui fait qu'il est comme ça aujourd'hui, essayer de réfléchir sur l'héritage qu'a pu avoir ce paysage. Donc voilà, on était plutôt sur un territoire le sous-groupe dans lequel j'étais, c'était le paysage briançonnais. Et le deuxième sous-groupe a simplement regardé le paysage qui était juste là, sous nos yeux. Enfin, simplement. C'est pas négatif quand je dis ça. Hein. Voilà. Et donc, voilà, l'idée, c'était de répondre à ces différentes questions de ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas. Donc, ça nous invite aussi, quand on dit ce qu'on ne voit pas, c'est l'enjeu des politiques publiques. Mais ce qui revenait aussi, c'est ce vivant qui, finalement, à travers la photo, n'est pas complètement visible, mais il contribue aussi à façonner ce territoire.
On a aussi été invité après à faire les chapeaux de Bonneau, les chapeaux noirs et les chapeaux jaunes. Donc, qu'est-ce qu'il y a de négatif en fait quand on observe ces paysages? Donc, il y a le côté un peu envahissement où on voit infrastructures un peu partout. L'humain prend de plus en plus de place, la discontinuité écologique. Enfin voilà, vous connaîtrez. Enfin, à mon avis, vous avez tout en tête, les chapeaux noirs, et en parallèle voir tout ce qui est positif aussi. Qu'est-ce qu'on peut observer? Le sentiment d'appartenance, la beauté du territoire, la richesse en termes de diversité, etc. Et après, on a été invité à faire les liens entre les deux. Est-ce qu'il n'y a pas des chapeaux jaunes qui peuvent venir nourrir et faire effet levier sur les chapeaux noirs? Et est-ce qu'il n'y a pas des chapeaux noirs qui vont impacter négativement aussi ces chapeaux jaunes pour ensuite essayer de réfléchir à finalement penser ce territoire? Et donc là, c'est parti un petit peu en discussion, et j'ai trouvé ça assez intéressant de noter ce qui ressortait finalement. C'est aussi le côté, les valeurs fondamentales qu'est-ce qui fait que on aime ce territoire. C'est beaucoup ressorti en fait. Finalement, on va prendre soin de son territoire si on aime son territoire, si on se sent appartenir à ce territoire. Il y a eu donc ce retour aux valeurs qui était ressorti, les valeurs de sincérité, de vivant, qui fait qu'on aime ce territoire. L'enjeu de l'attachement et du prendre soin aussi pour l'avenir, parce qu'on a parlé de comment les paysages d'aujourd'hui héritent du vécu, etc., de comment il a été façonné par nos prédécesseurs et comment nous, on va le façonner ensuite. Donc, comment essayer de l'habiter au mieux pour le garder habitable et viable pour les générations d'après. Et puis, j'ai noté une petite phrase que j'ai du coup entendue aussi, peut-être un peu réadaptée, mais c'était faire territoire pour être et faire ensemble, et se mobiliser aussi, coopérer, faire du lien, en cas de, j'ai envie de dire, un grand projet inutile qui arriverait, comment on fait cohésion et on s'oppose à ce projet qui viendrait finalement détruire ou impacter négativement ce paysage. Voilà, donc la cohésion finalement qui ressort, l'importance du lien et du lien entre les humains, du lien avec l'autre vivant non humain, qui fait que si on l'aime, je le redis, on l'aime, on le protège, et du coup on a envie qu'il perdure dans le temps, quoi. Voilà. Merci Marie-Hélène, ça avait l'air bien. Marie, sur les imaginaires. Oui, alors nous on avait une configuration de salle qui fait qu'on était 3 tables différentes. Donc c'est vrai que ce que j'ai moi vécu est peut-être un peu différent des 2 autres tables. Donc on a eu la même méthodologie, on a été invité à une première phase un peu introspective, on a été vraiment guidé sur l'imaginaire, où on a questionné, on a eu plusieurs questions qui nous ont aidés. On a basculé aussi sur les chapeaux jaunes et les chapeaux noirs, les forces, les freins, etc. Et ce qui était assez intéressant, c'est que bien évidemment que les forces et les freins n'étaient pas les mêmes pour chacun, parce qu'on n'a pas forcément les mêmes vallées, on n'a pas forcément et au-delà de on va dire d'une entrée qui pourrait paraître très objective, de se dire c'est pas le même territoire, il y avait aussi la question de l'interprétation. Quelque chose peut être vécu comme négatif, peut aussi devenir finalement une opportunité. Et il y avait cette bascule qui était assez intéressante, qui pouvait s'opérer à partir du moment où on commençait à confronter nos interprétations. Est-ce que finalement c'est positif ou est-ce que c'est négatif ? Typiquement, pour être un peu peut-être plus concret, le réchauffement climatique fait que la montagne devient un refuge, donc plus de fréquentation. Est-ce que c'est négatif parce que ça génère de la surfréquentation, ou est-ce que c'est positif parce que on joue un rôle pour ces clientèle, c'est une déformation, pour ces personnes qui viennent, qu'elles soient habitantes, résidents secondaires, touristes, voisins, etc. Mais du coup, qu'est-ce que ça oblige aussi pour que ça reste positif? Voilà, donc j'ai trouvé ça hyper intéressant, et on voit bien qu'on est toujours sur des questions d'interprétation. Et l'idée, c'était aussi de se dire, comment on arrive à... L'exercice qui nous avait été demandé, c'est que quand un imaginaire émerge, je vais avoir plusieurs fils. Qu'est-ce que j'en fais? Comment j'arrive à tirer un fil pour nourrir des forces d'entraînement? On est quand même aussi sur des problématiques et des enjeux de transition. Et ceux que je vais tirer pour réduire les freins du changement. Et moi, j'ai noté aussi des paradoxes. Quand on en revient au sujet du commun, qui est le sujet de la journée, on a noté
plusieurs, que c'était intéressant parce qu'on a de plus en plus l'impression que les différentes parties prenantes sont prises en compte quand on travaille un projet. Donc ça, c'est hyper positif. Et en même temps, ce que beaucoup ont dit, c'est qu'on a une perte de la vitalité du tissu associatif. Donc d'un côté, on prend plus en compte les autres, et en même temps, les forces qui viennent nourrir ces prises en compte de l'altérité, elles sont de moins en moins vivantes, et vous connaissez toutes les causes. Il y avait aussi un autre paradoxe, c'est que on s'évertue à rendre une montagne vivante, accueillante, et en même temps, ça génère des externalités négatives, c'est-à-dire que ça augmente le prix du foncier. Et donc tout d'un coup, on s'évertue à rendre cette montagne attractive, mais ça produit quelque chose de négatif qui fait que le prix du foncier augmente. Donc comment aussi on essaye toujours d'avoir un coup d'avance, et c'est là on en revient aux menaces et nos fameux petits chapeaux. Voilà, comment je peux aussi anticiper ces fameuses externalités. Et il y avait comment aussi on reste sur cette notion d'accueil qui était assez intéressant. Et puis une réflexion pour le coup là personnelle, ça pose aussi toujours ces questions de transition. Faut aussi qu'on accepte que la transition elle doit prendre du temps, que c'est un processus, même si parfois on a le sentiment de pas avoir ce temps-là. Et qu'est-ce qu'on fait aussi des peurs ? Alors, on n'a pas eu le chapeau de la peur. Mais voilà, moi, je voulais aussi souligner le fait que des fois, on a des injonctions au changement qui nous sont posées, sauf que on ne connaît pas le chemin, on ne sait pas si la solution sera la bonne ou pas. Et voilà, donc je voulais juste vous faire part de cette réflexion aussi sur les questions de transition. Et puis, qu'est-ce qu'on fait aussi de l'inconnu ? Qu'est-ce qu'on fait aussi de la peur des uns et des autres ? Dans tous ces dynamiques de changement, d'intelligence collective, voilà. Et merci Marie qui nous a ouvert donc une deuxième conférence potentielle. Mais oui, clairement, c'est toutes ces dynamiques et ces transformations. Et je souhaiterais qu'on donne la parole à notre quatrième invité, Avi Mala. Alors, j'ai écouté et entendu. Et peut-être que tout commence là. Non pas dans une réponse, mais dans une attention plus fine, plus soutenue. Dans une manière de regarder autrement ce qui était là depuis toujours, sans toujours être vu. Dans le courage de laisser une vraie place à ce qui ne se laisse pas réduire, à ce qui insiste, à ce qui relie. Rompre la chaîne qui retient les imaginaires, car ils ne vivent pas seulement dans les livres ou les discours, ils habitent les projets que l'on construit, les paysages que l'on transforme, les futurs que l'on rend possibles, ou pas. Cette chaise vide n'attend peut-être personne, ou plutôt attend-elle quelque chose de plus fragile et de plus nécessaire ? Oui, une écoute, un discernement, un déplacement, un accord à inventer. En fait, elle ne demande pas qu'on l'occupe, elle demande qu'on la comprenne. Car il est possible que les territoires ne tiennent pas seulement par les règles qu'on leur impose, ni par les projets qu'on y construit, mais par des relations qu'on accepte d'y maintenir vivantes, actives, acceptées, inventives, par des gestes modestes, des négociations patientes, des fidélités discrètes, des oreilles débouchées, des éclairages éclairés. Et si quelque chose doit s'ouvrir à partir d'aujourd'hui, ce ne sera peut-être pas une certitude de plus, ce sera peut-être une disponibilité accrue, une façon de rester curieux, aux aguets, de ne pas se refermer trop vite sur ce qui vient d'être entrevu. Et surtout, écoutez, oui, écoutez, car écouter réellement demande parfois davantage qu'une chaise vide. Cela demande un déplacement intentionnel,
Passer d'une posture où l'on cherche à maîtriser le monde à une posture où l'on accepte de se laisser instruire par lui. Alors oui, la suite n'est pas encore écrite. Peut-être qu'elle se cherche déjà dans vos voix, dans vos conflits, dans vos questions, dans vos silences aussi. Peut-être. Peut-être que cela tient à une capacité rare. Continuer sans oublier qu'on habite ici avec d'autres présences, d'autres existences, visibles ou non. Peut-être est-ce cela, finalement, qu'il faut laisser ouvert. Merci Vimala. Laisser ouvert. Je trouve que on a bien bossé quand même aujourd'hui. Je suis assez fière de nous. Bravo, ouais, vous pouvez vous applaudir. Même si Vimala a encore des doutes, et il y a beaucoup de peut-être dans ce qu'elle dit, mais c'est légitime, je crois. Je voulais quand même redonner, il me semble qu'on repart avec pas mal d'éléments, là, avec tout ce qui a été partagé sur les ateliers, à faire vivre, à mobiliser, voire à incarner. Et faire juste un tout petit focus sur... il y a d'autres outils qui existent aussi. Il y a peut-être un troisième outil, au-delà de la gouvernance des communs, enfin au-delà, ou en complément des vecteurs des imaginaires aussi, dont on a parlé. C'est le droit. Et c'est Baptiste Morisot et Laurent Néré qui, dans un essai « Liberté, dignité, habitabilité », nous invitent à imaginer, avant qu'il ne soit trop tard, la valeur cardinale à protéger au XXIe siècle. Et je remercie Vincent d'avoir porté à mon intérêt ce texte-là. Ce qu'ils disent, c'est qu'au nom de quoi le droit de l'environnement s'exerce aujourd'hui ? Au nom de rien. Il n'y a pas de valeur cardinale, il n'y a pas de valeur protégée au nom de laquelle le droit de l'environnement s'exerce. Et s'il n'y a pas de valeur comme la liberté, comme la dignité qui a été mise en place alors un petit peu avant le procès de Nuremberg et la Deuxième Guerre mondiale, en fait, le droit de l'environnement est faible. Voilà. Donc ça peut être intéressant. Moi, je ne suis pas juriste, mais en tout cas, c'est étudier cette piste-là, c'est aussi se tenir prêt et disposer de propositions concrètes pour inscrire l'habitabilité dans le droit au moment décisif. Et je vais m'arrêter là, parce que je pense que déjà, on est un petit peu en retard. Et puis, passer la parole à Vincent pour la suite. Oui, mais pas grand-chose, parce que tout le monde a faim, tout le monde a soif. Donc moi, je voulais évidemment vous remercier les 4 intervenantes, 3 intervenantes et l'animatrice. J'ai entendu, sans chercher à l'entendre, que beaucoup de gens étaient très satisfaits de la complémentarité des interventions et du niveau. Donc clairement, on ne peut être que satisfait de tout ça. Et très heureux aussi d'associer régulièrement la culture à des événements comme ceux-ci, avec la voix de Fabien Bossedja et son travail sur le texte que je lui avais proposé, mais c'est quand même essentiellement lui qui a habité et incarné ce texte. Donc avant de vous quitter, juste rappeler, comme l'a dit Jean, que la nouvelle équipe s'est mise un peu en ordre de bataille. Elle est un peu fatiguée, tout le monde est assis là, je vois, mais c'est logique. Vous l'êtes tous aussi. Et donc l'agenda commence à se construire, donc je me dis que nous nous sommes dit que c'était peut-être intéressant de vous raconter un peu ce qui se passait, mais très rapidement, l'agenda il est là, on vous le renverra après. Avec toute une série de dates. Je ne vais pas les détailler, juste peut-être parce que vous voyez que ça vient 3 fois d'affilée sur le projet des ambassadeurs de l'habitabilité. Et donc ce qui se construit là autour, certains d'entre vous en font partie, c'est justement au départ de ce que Baptiste Morisot et de Laurent Néré apportent comme réflexion, et d'essayer de concevoir l'habitabilité sous cet angle-là, et de faire monter une communauté apprenante autour de l'appropriation de l'habitabilité, mais aussi son articulation avec... Et j'en ai parlé avec Laurent tout à l'heure, un autre concept qu'on aime beaucoup, qui est celui de la robustesse. Et donc, c'est un peu la problématique aujourd'hui. On parle beaucoup de mots valises, et puis ils sont un peu dénaturés. Habitabilité, attractivité, on ne sait pas trop. L'idée, c'est créer un commun autour de l'habitabilité à travers ce réseau notamment. Une deuxième table ronde qui sera prévue, mais l'ADRE travaille sur 9 départements dans le Nord à l'automne.
sur un sujet qui prend forme, mais on ne va pas encore le dévoiler, a priori peut-être au niveau de la Beldon, auquel vous serez conviés, vous aurez les informations à ce sujet-là, ce sera dans la continuité. Alors tous ces sujets peuvent paraître peut-être un peu planants par rapport à ce qui se faisait jusqu'ici, en commun, imaginaire, pour nourrir l'habitabilité. Ce qu'on vous invite en nous suivant, c'est de comprendre comment tout ça s'articule et vous le comprendrez très vite. Et encore merci à vous. Vous pouvez vous applaudir, mais surtout applaudir les 4 intervenants qui ont fait de cette journée quelque chose de réussi. Merci à vous.